J'ai eu le plaisir de découvrir c'était quoi travailler avec des acteurs de voix. J'avais vraiment hâte de rentrer dans ce parti-là, de juste être en studio avec eux puis développer le personnage avec. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Sacrifice Game, c'est un film d'horreur satanique. C'est américain, mais ça a été tourné à Oka, ici. Maxime S. Girard est réalisateur et scénariste. Le film est tellement inventif du début à la fin, ça n'a aucun esti de bon sens. Les jokes visuels sont extraordinaires. Laurent Montreuil fait la programmation des soirées de la culture. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Mais non, Shin Kamen Rider, c'était une très belle expérience pour une ouverture de festival. Pour moi, c'est mon premier que j'ai vu. Là. C'est pas l'ouverture du festival, mais c'est le premier que je suis allé voir. Puis c'est vraiment. Pour vrai, ouais, c'est un film assez fou, pareil. C'est vraiment niaiseux, mais maudit que c'est le fun. C'est pour ton mise en contexte, Max, les Kamen Rider, c'est comme des Power Rangers. OK. Mais ils ont des motos, puis ils s'habillent en insectes. Wow! OK, c'est prometteur. Juste de même, c'est juste ce pitch-là est très prometteur. Oui, exactement. Puis c'est dans la culture japonaise, c'est aussi vieux que les Power Rangers. Il y a eu des séries en masse dans les années 80 et tout. Okay. Je trouve que là, c'est Shin Kamen Rider. C'est du même la même gang qui ont fait Shin Godzilla puis Shin Ultraman dans les dernières années. Fait comme un reboot, si tu veux, de la franchise. Ouais. C'est extrêmement violent. OK. c'est ça qui est surprenant. Quand tu regardes l'affiche, tu regardes un peu la bande-annonce, tu vois juste genre, je sais plus c'est quoi la bande-annonce, mais il me semble que c'est comme ça avait l'air d'un héros bien ordinaire, puis genre la première minute du film, c'est juste le dude qui donne un coup de poing sur quelqu'un, puis sa face explose, puis il passe à travers des corps humains comme si c'était du beurre. Là. Okay. C'est malade. Moi, j'ai très apprécié ce genre de choses. Ces moments-là, j'ai bien apprécié. Là, mais est-ce que la série originale était violente comme ça? Non. Absolument pas. C'est même visé un peu pour enfants, normalement. OK. C'est comme genre, justement, la twist Shin qui fait en sorte que ça l'aide dans ce genre de direction-là. Probablement. Qu'est-ce que ça veut dire Shin exactement? Je pense que c'est nouveau. Shin, S-H-I-N, pas C-H-I-N. C'est quoi la Chine? C'est quoi la Chine, ça? Comme Shin Godzilla, c'est la Chine qui arrive, fait comme genre, vous avez dire, voici Shin. Non, Shin, je crois, j'avais déjà fait mes recherches, ça veut dire nouveau. Me semble. Moi aussi, j'ai une nouvelle version de Kamen Rider. OK. Ouais. OK, parfait. Comme la nouvelle version de Godzilla et compagnie. Ce que je comprends, c'est des films qui existent dans le même univers. Si oui, ils l'ont pas montré encore. Ça serait quand même. Parce que j'ai senti plusieurs fois dans la séance qu'il y a des gens qui réagissaient à des personnages qui arrivaient, puis moi je comprenais pas pourquoi pourquoi les gens criaient ou whatever. Puis... c'était une vieille série. Comme tu dis, ça fait longtemps que ça roule. Fait que j'imagine qu'il y a eu d'autres. Moi, j'ai pas vu c'est la première fois que je voyais ce film-là. Fait que j'imagine qu'il y a eu d'autres séries télé de tout ça, puis que les gens voyaient des personnages qu'ils reconnaissaient. Ouais, je pense que c'est ça. C'est sûrement ça, ouais. Mais j'ai aimé ça, c'était une expérience, j'ai vraiment découvert quelque chose. Ça fait longtemps que j'ai été au cinéma, puis j'ai senti que genre j'ai découvert un nouveau sous-genre, whatever, que j'avais. Mais j'avoue que j'étais pas bien équipé pour arriver dans moi aussi, c'était surprenant. Recevoir toute la load de nouveautés que j'ai reçues. C'est le film que j'anticipais le plus dans Fantasia cette année. Quand j'ai vu la programmation, là, c'était ton favorite. C'est celui que j'anticipais le plus. Okay. Mon préféré, ce n'est pas lui finalement. Okay. Ce qui est une bonne nouvelle. C'est piqué à Shin Kamen Rider. Ouais. Imagine, le premier film que tu vois Fantasia, c'est ton préféré, mais t'es comme après ça, t'es juste déçu de tout le long après. T'espères que ça atteigne le même hype. T'es comme Non, mais tu sais, juste, honnêtement, l'avoir vu chez moi, ce film-là, ça aurait pas été pareil. Ça prenait Fantasia, puis leur mise en contexte, puis la foule qui réagit super bien. Ça prenait ça, sinon, c'est pas pareil. Là. Je veux dire, le public de Fantasia, c'est le meilleur public au monde. Ouais, de loin. Là. Ça ajoute une bonne dynamique. Surtout quand tu regardes des films comme ça, qui sont des trucs d'action, parce que c'est juste déjanté partout, puis t'entends le monde crier quand il se passe des choses, ou qu'ils réagissent quand ils voient des... T'sais, même dans les films d'horreur aussi, c'est quand même drôle. On avait vu aussi Talk to Me. Parce que genre, t'avais du monde qui avait la frousse qui fait genre, tu fais quelque chose de vraiment spooky en arrière, puis t'entends juste quelqu'un dans le fond de la salle qui fait non!
Tout le monde part à rire, c'est juste C'est bon. ça donne une bonne vibe. Mais justement, mettons, Talk to Me, tu sais, il y avait. C'est ce genre de film que tu dis que tu même si il s'en va au cinéma dans pas long, puis c'est quand même un film qui a été bien hypé dans les médias pour partout dans le monde. Je sais pas si c'est une première qu'il y avait à Montréal, mais tu sais, moi, je suis vraiment content d'y aller à Fantasia parce que l'ambiance est. Juste l'ambiance de la salle fait en sorte que genre, l'appréciation de ton film va augmenter. Puis les deux réalisateurs étaient là en plus. Fait que ça, c'était vraiment. Brothers. Exactement. Moi, sur le coup, je voulais aller le voir, mais j'hésitais parce que ça avait l'air d'être encore un film de surnaturel sur le deuil. Puis j'étais comme, ça n'en fait beaucoup dans les dernières années, fait que j'étais... C'est pas tard. C'est partiellement vrai. Partiellement vrai, mais moi, j'avais... Ce film-là, je me disais que c'est le genre de film d'horreur que... Oui, des fois, il y a des films... A24, tu te concentres vraiment sur le sens et tout ce que ça veut dire sur les personnages, l'humanité, le sens profond. Oui, il y a de ça dans le film, mais c'était juste vraiment un bon film d'horreur, plus spooky. C'est un film compétent. Dans beaucoup de termes... Dans le sens, c'est pas une mauvaise chose, cette formule-là. C'est juste qu'à un moment donné, t'es comme... Quand c'est genre le 6e ou le 7e qui reprend la même affaire, t'es comme... OK. Ouais, je peux comprendre l'overload du terme. Mais le concept est vraiment cool. Puis c'est là-dessus, j'ai rentré en... C'est là-dedans que je me suis concentré puis que qui faisait que pour moi, ça filait vraiment plus fresh. Le concept, il était vraiment bien exécuté. Puis, il m'intéressait parce que c'est le premier long métrage de YouTuber que j'écoutais quand j'étais adolescent. Nice. C'était quand même curieux. Parce que les autres, ils faisaient pas du tout de l'horreur. Non, ça n'a rien à voir. Là. La grosse comédie faisait de la lutte aussi. Beaucoup de cascades. Ils ont pas de cascades là, et tout. Mais ok, je vois un peu dans le film. Ça m'a surpris de voir qu'il faisait un film non seulement d'horreur, mais qui est pas... Est-ce qu'il y a un ton humoristique un peu dans le film? Des fois, mais c'est un film d'horreur. C'est horreur, mais t'es capable de sentir que... Je trouvais ça habile, la façon qu'il faisait les moments plus légers. Okay. Tu sais, il y avait comme une... Il était wise, la façon qu'il le faisait, tu sais. Mettons, ça paraît niaiseux, mais mettons qu'il y a comme une fille qui, sa sonnerie de téléphone, c'est Crazy Frog. ouais, exact. Ça faisait en sorte que, mettons, des fois, tu pouvais avoir un moment un peu tendu, puis là, t'entendais... Puis... peut-être quelqu'un qui avait comme moins de réflexes comiques aurait pas eu ce genre d'idée-là, mais ça donnait vraiment une touche. J'ai souvent dit, moi, que l'humour puis l'horreur, ça partageait beaucoup de techniques, là. C'est le build-up puis le payoff. C'est quand même... dans les deux genres, c'est les mêmes techniques, là. Tu set up ta joke, ou ben tu set up ton jumpscare, puis après ça, à la fin, t'as le moment d'horreur ou la joke. Fait que je pense que les gens qui sont très bons en humour, normalement, ils font des bons films d'horreur. Je pense. Ouais, mais Jordan Peele, on a la preuve. C'est quand même... Peele, c'est vrai. C'est vrai aussi. Qui t'a dit? Non, c'est deux exemples là. Mais super belle séance. Talk to Me. Il sort au cinéma bientôt. Cool. Moi, je te recommande d'aller le voir. Mais je pense qu'il est en salle en ce moment, d'ailleurs. Achetez vos billets dès maintenant. Film, c'est A24, mais je sais que les deux gars sont australiens. Je sais pas si c'est un film australien. C'est australien, mais c'est pas un film produit par A24 originalement. Ils font que le publier, genre? Ben, la façon que ça s'est passé pour eux, c'est que ils ont fait le film en Australie, puis après ça, le film a été sélectionné à Sundance. Et à Sundance, qui a été acheté par A24. Fait que c'est pas original A24, mais c'est quand même un film. Ils l'ont juste acheté pour le label, pour pouvoir... pour le distribuer. Ouais. Fait qu'ils ont pas participé du tout. Ouais. Ben, je sais pas, souvent dans le monde aussi. Mais à ça que A24 là, il mise ce film-là, puis à ça, il y a une sortie mondiale qui va être phénoménale, je suis sûr de ça. Là. Surtout pour un film aussi. Je suis content, parce que moi, c'est A24 puis pas Netflix. Fait que ça ne deviendrait pas un Netflix original qui va être streamé sur un site avec des images compressées. C'est ça, ouais. Totalement. Mais les films d'A24, est-ce qu'ils peuvent se ramasser sur Netflix pareil? Oui, ils peuvent acheter les droits dessus. Mais... Ouais, mettons que, parce que c'est pas arrivé aussi que, mettons, à Sundance, je vais mettre cette compétition-là pour. Si un film qui est très prisé, ça va être genre le gros bidding sur quelle compagnie peut l'avoir. Fait que ça se peut très bien que genre Netflix va avoir la main haute ou A24 ou la main haute. Quoi? Avoir la main haute, excuse. Ouais, pour Talk to Me, ouais, c'est. Pour ceux qui savent pas, c'est comme une espèce de main possédée ou quelque chose. C'est ça le concept du film. Les gens serrent la main. Possédé. Ouais.
Fait que voilà, il y a un jeu de mots que vous pourriez pas avoir vu si vous l'avez pas vu le film. Raison de plus d'aller voir. Ouais, c'est ça. Pour comprendre le jeu de mots de Laurent, allez voir. Allez voir le film en salle dès demain. Je suis la liste des cinémas qui l'ont, puis les heures. Ouais. Non, mais c'est une super belle projection. Fait que c'est la première fois que j'allais à Fantasia pour voir un de leurs gros film. Tu sais, un film qui va sortir dans pas long. Parfois, je sais parce que ça s'est toujours sold out très rapidement. Il y en a plusieurs cette année, même. Ouais, que quoi d'autre? Je pense que Red Rooms, c'est un gros film. Ouais, les Chambres Rouges? Ouais. Les Chambres Rouges. Je dis ça en anglais parce que partout sur Internet, il est affiché comme étant Red Rooms et non les Chambres Rouges. Ah, ouais. Il était traduit. C'est un film québécois, ça. Ouais. Oui. J'ai pas vu, mais apparemment, les échos sont extraordinaires en ce moment. Là. Tout le monde qui l'a vu avait l'air de triper. Oui. Le film de Nick Cage aussi, quand même. Ouais, je l'ai vu. Il y avait quand même une bonne... moi, j'ai pas vu, mais dans le sens, c'est un film qui s'en vient au cinéma. Là. Il va avoir une bonne distribution après. Là, puis il va... Ah, ok. C'était pas mal. Sympathy for the Devil, right? Sympathy for the Devil. Moi, j'allais voir ce film-là juste pour voir l'homme en question faire ce qu'il fait de mieux. J'ai pas été déçu. Le scénario en tant que tel, il est meilleur que les films je tiendrais à dire des films de vidange qu'il fait normalement de ce temps-ci. Fait que c'est comme c'était plus agréable, mettons. Puis c'était agréable. Dans la salle, dans le contexte de la salle avec Fantasia, c'était beaucoup plus nice que je pense que si je le regardais dans mon salon, par exemple. Ben ouais, c'est quand même. Je dirais pas jusqu'à le recommander. Je sais pas si ça vous arrête la même expérience, mais. Mais mettons les fans de Nick Cage. Là. Probablement. Ouais. Je les connais pas. Moi, je regarde. Je peux pas te le dire. T'en connais un. J'en connais. Bon, ok. C'est quand même assez fou. Ben, genre, c'est toujours nice. Regardez les extraits du film, peut-être. C'est peut-être un bon film de dimanche soir, peut-être. Quand t'as rien à faire. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui... Il y a le débat, est-ce que Nick Cage est un bon acteur ou pas? Moi, je crois fermement que c'est un très bon acteur. Là. Ah oui? Ouais, je l'aime beaucoup. Là, puis je trouve que t'écoutes des entrevues avec lui sur YouTube, avec des journalistes qui parlent de sa carrière en rétrospection, puis il a un respect immense envers sa propre œuvre. C'est un gars qui il prend ses jobs avec beaucoup de sérieux. Puis il y a des gens qui posaient la question, c'est-tu vrai que tu prends tous les contrats, peu importe c'est quoi. Il dit non, c'est pas vrai, tu sais, je lis les scénarios, puis si j'aime ça, je vais le faire, puis si j'aime pas ça, je le fais pas. Puis, mais c'est quand même drôle, ça concorde un peu parce que après la diffusion du film, il y avait le réalisateur, puis il disait que travailler avec Nick Cage, c'était quand même intense parce que le gars, il regardait le scénario, il analysait, puis il disait, je peux-tu faire ça, puis ça, puis ça, puis il était vraiment très intense dans son rôle d'acteur. Puis je pense que ça passe à travers ses performances aussi parce que j'ai jamais vu un acteur se donner autant puis crier autant dans aucun film de ever. Puis c'est quand même drôle à regarder. Ça paraît les films où Nick Cage a eu beaucoup de libre arbitre, contrairement à d'autres films que le réalisateur il va dire non, tu t'en tiens au scénario. Quand il donne la liberté, là, c'est les films les plus... ça donne un résultat. C'est n'importe quoi. On Cage the Cage, que j'aime bien dire. Ah ouais, vraiment. Un bon mix des deux, ça peut être bien. Mais ça, j'ai pas vu... Oui, j'ai vu de ses films, là. Mettons, je pense, Mandy en tête, là, ça paraît que lui, il a fait que, mettons, la salle de bain, là, personne a eu en tête que ça allait être ça, genre que... Tu sais, Cosmatos, il a bien beau écrire la scène, il pensait pas que ça allait donner ça, mais c'est clair que c'est Nick Cage qui s'est approprié un peu la scène. Qui s'est approprié ce moment-là, puis ça finit. Un film qui a vraiment pas été connu, mais Color Out of Space, qui est sorti il y a une couple d'années. Je l'ai vu sur Netflix. C'est sur Netflix. Voilà, je pense qu'il y a quelques personnes. Ouais. Le film il est vraiment moyen là, mais le bout que Nick Cage il est en cuisine avec ses fruits genre, oui. il est dunk smash dans une poubelle puis il dit dunk puis genre, il croque dedans puis il dit taste like shit. Il y a pas un autre fruit. Il est fâché. C'est un film qui a une entité extraterrestre qui prend comme un peu le contrôle de la nature sur la ferme de Nick Cage et sa famille. C'est Lovecraft, une adaptation de Lovecraft. Ouais, c'est ça, c'est une adaptation d'un short de Lovecraft puis... Mais jusqu'à ce point-là, on sait pas encore que l'entité comme affecte les êtres humains. Genre, c'est bizarre qu'ils réagissent de même, ça sort de nulle part. What the fuck? Mais il veut jouer avec ça, tu sais, il sait qu'il fait des... Je veux dire, il y a du monde justement qui ils disent que genre, il est mauvais acteur, regarde comment c'est weird. Mais c'est ça le but, man. C'est fait pour que ça soit drôle, là, tu sais. Absolument. Souvent, c'est parti de ça, de Vampire's Kiss. Puis là, regarde, c'est pas bon, mais c'est comme, clairement, c'est de l'humour noir, man. Ouais, là, c'est clairement... très bon, ce film-là, d'ailleurs. C'est un bon film. Allez voir Vampire's Kiss, c'est un bon film.
Mais Rona Fantasia, man. Qu'est-ce que j'ai... un de mes préférés de Fantasia, ça a été Hundreds of Beavers. Pour moi, c'est de loin. De loin. Ben, pas de loin. Il est excellent. C'est mon préféré, je pense. Ouais. Vous me dire, c'est quoi Hundreds of Je te laisse Beavers? le présenter. C'est un film canadien qui se passe dans le nord canadien pendant le temps de la traite des fourrures et tout. Puis le personnage qu'on suit, c'est quoi son nom? C'est c'était... un vrai personnage. John Kayak, je pense. John Kayak. C'est un vrai personnage de l'histoire canadienne qui a existé. Puis le réalisateur au début, il dit d'ailleurs, je suis vraiment content d'avoir immortalisé son héritage. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref, l'histoire commence, c'était John Kayak ou Jean Kayak, je pense que c'est Jean Kayak, bref, qui est bien content parce qu'il y a sa place qui fait du cidre de pomme, puis les gens viennent boire là, puis c'est comme le hotspot pour tous les chasseurs, puis les gens de la région, les bûchers, les bûcherons? Les bûcherons, voilà. Tous les bûcherons s'arrêtent là, puis ils font le party, puis là, à un moment donné, il y a des castors qui viennent ronger les pattes de ces gros barils, puis là, ils perdent toutes ces récoltes de cidre de pommes, puis là, c'est l'hiver qui arrive, puis il faut qu'ils apprennent à chasser du castor pour survivre. OK. Parce qu'il est rendu nu, puis il a comme un petit couteau de poche, l'esthétique du film, c'est du burlesque des années début 1900. C'est en noir et blanc, il n'y a pas de dialogue, puis à part des un peu à la Mr. Bean, là, qui font faire des onomatopées, là, puis qui parlent pas vraiment. Puis c'est basé sur le slapstick uniquement. Fait que c'est des gags visuels de gens qui se pètent la gueule. Puis c'est ça tout le long. Mais ça se trouve où, ce film-là? Mais j'espère qu'il va être sorti quelque part parce que c'est... moi aussi, parce que je pense que ce film-là risque d'exploser. OK, avec la description que tu as donnée, on dirait que ça donne vraiment pas envie de le voir. Moi, d'abord, je dis ça à quelqu'un, puis genre, personne va aimer ça, mais ce film-là a une présentation extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Puis genre... Jamais j'aurais pensé rire d'un film de slapstick en noir et blanc même, mais c'est juste parce que le film est tellement inventif du début à la fin, ça n'a aucun bon créatif. Les jokes visuels sont extraordinaires, c'est cave ce qu'il fait, mais c'est genre... Je peux même pas décrire des jokes parce que ça enlèverait tout ce qu'il essaie de faire. C'est du Looney Tunes en live action. C'est même les castors qui chassent, c'est des gens dans des costumes, dans des mascottes. C'est des mascottes, oui, c'est vrai. Ils se battent contre des mascottes. Il y a peut-être un élément qu'on peut voir, c'est comme... C'est toutes des mascottes d'animaux, mais genre, il y a comme un beau travail sonore parce que les animaux font des vrais bruits d'animaux. Fait que quand ils voient un animal qui fait genre, qui se sent menacé, il fait genre des... genre, quand il se bat contre des animaux pour les tuer, il fait juste fighter un loup dans une mascotte, puis c'est crissement drôle. Puis genre, pendant tout le long du film, il se promène dans le bois, dans la neige. Puis genre, c'est comme un running gag. Tout le monde se plante parce que c'est de la neige puis ils voient rien dans leur costume de mascotte. Je vais vous mettre le trailer sur l'écran qu'on voit ici présent. C'est pas bien long. Je vais mettre le son. Continuez de parler, là. Faites pas un silence. Est-ce qu'il y a des similarités avec The 20th Century? Ouais, le Buffy de la façon de dire The 20th Century. C'est un film... Le 20e siècle. J'avais pas vu. Non? 20th Century. Ouais, c'est... 20th Century, il y avait beaucoup d'enfants. Ouais, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Le 20e siècle. Ouais, le 20e siècle. C'est plus simple. Beaucoup d'enfants et dialogues. De ce que je me rappelle, il y avait des décors vraiment funky. Dans ce film-là, c'est énormément d'effets spéciaux. D'accord. Genre, tout le long, c'est du After Effects. Aussi, d'ailleurs, ils ont comme particulièrement mentionné le travail de l'ingénieur sonore à la fin. Parce que c'est bien. Ah ouais, genre, dès que quelqu'un se fait puncher, t'entends des... Ouais. C'est excellent. Genre... C'était aussi de loin la meilleure présentation. Le réalisateur était là avec le casting, puis tous les gens impliqués dans le film. Le réalisateur, premièrement, on dirait qu'il était sur son plus gros trip de coke à vie. Au début du film, le film a commencé un peu plus tard que prévu, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour parler. Il criait dans son micro, puis il disait « Ok, regardez le film là, mais regardez pas trop, parce que c'est pas si bon que ça, puis yes sir », puis il s'en va en courant après. Un vrai commentateur de match de lutte. Puis après le film, t'as l'acteur principal qui était là avec le même costume qu'il portait... Non, pas vrai. Avec son même chapeau qu'il portait dans le film, puis il était avec un chandail bédaine qui arrivait juste en dessous des seins, mais il hyper musclé. Genre. Puis là, il fait de la lutte sur scène avec un gars déguisé en castor. Wow! En fait, je pense que le meilleur twist, c'est que le film commence, c'est comme un numéro musical. 5 minutes après,
genre, l'acteur du film se pointe sur scène. Hey, Hundreds of Beavers! Puis là, il se pointe, c'est comme, ok, wow, c'est. Pendant le film, il gueule. Pendant le film, il se pointe sur sa scène, puis genre, à moitié du film, il y a une autre affaire qui survient. Le titre du film apparaît pour de vrai, puis le dos, il se repointe sur la salle, puis on pense que le film est fini, puis après, il fait son show, puis il s'en va, puis genre. Il y a le deux film fois que le continue. film nous manque, on est certain que c'est fini, là. Puis non, c'est pas vrai. C'est des gros trolls. Ça a vraiment l'air incroyable, pour vrai. Je veux voir ça. C'est vraiment malade. Puis ce film-là, je sais pas comment ils font, mais ils ont peut-être 40 blagues à la minute. Ah oui, Ah ouais, ça finit plus. Là. Des jokes visuels, là, t'en as à pelleter. Ça s'arrête juste pas. Ils ont Des fois, t'arrêtes de aucun rire temps parce que t'es fatigué. C'est juste... Pour vrai, ouais. C'est plus drôle. Juste comme... Ouais. Ah, ok, c'était... Ah, arrête. Ouais, c'est physiquement épuisant comme à la film. fin, j'avais quasiment... Tu sais, j'avais quasiment qu'il était un petit peu trop long pour son propre bien, parce qu'à la fin, j'avais hâte de sortir de la salle. Je faisais chaud. Arrête, là. C'est quand même tout un feat qui arrive à faire ça. Là, vraiment, C'est comme un défaut, mais déguisé en qualité. Absolument. Là, Ils sont allés filmer, pour de vrai, dans la neige. Ok. C'est pareil, je pense. un gros bordel, là. Ça a l'air que c'est compliqué, puis que l'acteur, il gelait, là. Il y a des scènes, comme je dis, qui est nu-pied en chest, genre, puis... Ouais, parce qu'en plus, moi, je filais pour l'acteur à un moment donné, parce que il essaie de chasser un lapin, je sais pas trop, puis là, il fait un pas, puis t'entends juste le son du de la neige, puis là, genre, il a une idée, il enlève ses shoes, il met son pied direct dans la neige, ça fait aucun petit bruit. Fait que là, ok, l'acteur, faut qu'il marche du pied dans la neige pour le restant de ces scènes-là. Puis comme, tabarnak, c'est du dedication, là, ça n'a aucun rapport. ouais. Ouais. Oh, wow. C'est du beau travail, honnêtement. Là. Je le recommande chaudement. Ah, formidable. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va sortir. Mais c'est même les gens qui ont fait Lake Michigan Monster. Ouais. Ouais, apparemment, j'ai pas vu, mais... Mais qui était un succès à Fantasia en 2019. Mais c'est comme, genre, sont allés... Lake Michigan Monster, il y avait comme peut-être des défauts au niveau du scénario. Celui-là est un peu plus mieux construit, comme une belle structure qui me pointe vers quelque chose vers la fin. Puis c'est comme, genre, ça à poudre, là. Le segment question-réponse était aussi très le fun. Ok, parfait. Ça y tentait pas, là. Non. Fait qu'il répondait aux questions de façon très brève, puis il disait, ok, on s'en va-tu au bar? Ouais, exact. Il y a un dude qui vendait des t-shirts à un moment donné, puis à chaque fois qu'il en vendait un, il disait, hey, I sold one! Là, tout le monde, yeah! C'était quand même magique comme soirée. River. Juste avant Hundreds of Beavers, Maxime l'a vu aussi. Oui. C'est une espèce de film de science-fiction comédie japonaise où est-ce que t'as des... c'est comme une espèce d'auberge, hôtel, comme dans une espèce de montagne. Tu vas là pour relaxer. Et tout d'un coup, tous les habitants de cette auberge-là et ceux qui travaillent là sont pris dans une boucle temporelle de 2 minutes. Fait le temps se répète sur 2 minutes. Mais la twist, c'est que tout le monde s'en rend compte. Fait que tout le monde recommence à la même place, mais tout le monde sont comme qu'est-ce qui s'est passé? Et le film est construit autour de ça. En fait, le film est construit de plein de plans séquences de 2 minutes. Donc à chaque fois que le film que la boucle recommence, la caméra suit les personnages sans arrêter pendant 2 minutes. Puis c'est comme ça devient inventif de juste révéler comment tout l'espace à travers ces espèces de longs plans séquences de mouvements de caméra que tu fais juste suivre les personnages. Des fois t'as l'impression que t'as vraiment une espèce d'impression de qu'est-ce qui va se passer là, parce qu'à chaque fois la situation évolue, les gens essaient de trouver pourquoi ils sont pris dans cette boucle là. Et c'est quand même assez divertissant là. C'était bien sympathique. Ouais, c'est vraiment un film très wholesome. Je qualifierais là. C'est comme tu suis la personnage, la fille au début, puis que là, on apprend les relations entre les différents personnages. Il y en a qui se promènent, puis il y a tout le temps des choses loufoques qui se promènent. Il y a comme un dude qui est pogné dans le spa, puis que genre, on voit pas pour les genre 3 ou 4 premières boucles, puis à un moment donné, il sort, puis là, comme tout le monde est genre, ah shit, il est comme. Il est tout nu, il a pas le temps de s'habiller, fait qu'il arrive tout le temps tout nu. Fait que genre, il essaie de l'empêcher de sortir du spa parce que c'est très pudique comme place, je sais pas trop, puis genre, il voulait pas le voir. Fait que là, comme tout le monde est dans une situation de départ bizarre, comme il y a un dude qui est genre.
il est en char, fait qu'il arrête pas de se crasher. Oui! Mais ça, on le voit pas. Il arrête pas de se crasher. Il arrête pas de mourir. Genre, tout le long du film, genre, on le voit pas. Il est juste mentionné. T'as genre le gérant de l'hôtel qui dit là, on a un problème, là, il y a telle personne qui est au coin de la rue puis qui est pognée dans un accident d'auto. Faudrait vraiment régler ça au plus vite parce que ça va être vraiment plate pour lui. Il y a comme une vraie vibe de genre, tout le monde essaie de s'aider, puis c'est comme vraiment le fun, tout le monde est collabore. Ça tombe pas dans le cynisme puis dans le nihilisme, là. C'est très... Tu sais, à un moment donné, il y a un personnage qui essaie de s'enlever la vie, puis il dit « C'était tellement douloureux, je vais plus jamais recommencer ça. » C'est comme genre, les personnages le découvrent son corps, puis c'est comme « Oh non, tout le monde est traumatisé », puis genre le gars dit « Hey, là, je suis désolé, là, j'avais l'air de quoi quand j'étais mort, puis j'ai... Non, c'était pas beau. Ah non! C'est très cute, là. La morale de ça, c'est super wholesome, comme Laurent a dit, là. Ça se prend pas au sérieux, puis contrairement à bien des films du même genre, ben ça reste dans des petites leçons de vie agréables, puis il y a personne de... c'est une bonne Je vibe. pense que le réalisateur, c'était le deuxième film qu'il faisait avec le même concept. Ouais. Je sais pas si vous avez vu son premier. Je l'avais pas vu. Je pense qu'il avait joué à Fantasia en 2020 ou 2021. Là. Ouais. Tu sais quoi? Je m'en rappelle pas. C'est dans le titre, c'est littéralement... C'était Beyond the Infinite 2 Minutes. Ouais, Oui, c'est ça. C'est plus clair que ça allait être ça, tandis que Reverse, si tu lisais pas la description, tu peux pas savoir que ça allait parler de ça. Ok. Mais c'est clair quand t'écoutes le film. Ah bah oui. Moi, Oui. c'est bon, parfait, au Ouais, moins. c'est vite, il y a une petite introduction, mais après ça, c'est le même 2 minutes qui se répète sans arrêt. Puis C'est ça. on suit une protagoniste, fait que c'est tout le temps avec elle que tu recommences les 2 minutes, puis là, ça va voir d'autres gens après. Ouais. Ok. Parfait. C'est vraiment cool. C'est ça que j'aime des fois de Fantasia, parce que ça donne des films que genre, clairement que ça vous joue pas dans les cinémas, du moins pas en Amérique du Nord. Non, c'est ça. C'est comme des films avec des concepts ou des films de genre que, tu sais, même qui sont difficiles d'accès en général, puis qui sont... C'est des affaires qui sont vraiment créatifs ou des affaires... je sais pas comment dire ça, mais c'est... C'est des gimmicks. C'est des films à gimmicks. Je pense... Ouais, encore une fois... Des fois, ça peut l'être. Des fois, c'est oui, mais... Dans d'autres contextes, c'est des gimmicks qui marcheraient pas tant, mais dans un festival, c'est vraiment agréable. Puis... Ça peut fuiter vers le côté, comment je peux dire ça. Pour le grand public, des fois, ça peut paraître étrange, ces affaires-là, mais pour un festival comme Fantasia, c'est comme genre, non, man, c'est ça qu'on veut. C'est ça, mais c'est dommage, je veux dire, comme moi, je pense que ces films-là peuvent être plus grand public. Écoute, Hundred of Beavers, j'ai vu l'annonce, puis je me dis, comme genre, man, faudrait que ça joue au Guzzo, cette affaire-là. Mais apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais dans le Q&A, il parlait que ça allait être... comme recommandé par le gouvernement pour les citoyens canadiens. Ah oui, il voulait faire jouer dans un musée ou je sais pas quoi. Ouais, exactement. Apparemment, ça allait comme être reconnu comme étant un film historique canadien. Wow, il faut que ça se rende jusque-là. Moi, je veux le John Kayak, là, on part une pétition. sa biographie. Okay, à 4, je pense un bon début de pétition. Yes. Comme pas pire. Mais mettons, tu disais des films qui... d'ailleurs, puis qu'ils vont pas nécessairement sortir ici. Tu sais, on a vu Phantom l'autre jour. Là, c'est dans un autre registre. C'est vraiment un film sud-coréen. C'est sud-coréen, mais vraiment plus gros budget. À Fantasia, juste? À Fantasia, okay, oui. Au Guzzo, là, à côté. Pendant Fantasia, on est allé au Guzzo. Ouais, on va parler de ça. Non, pas à Fantasia, justement, dans la salle des diplômés, la grosse salle. Mais ça, c'est quand même un film... C'est un film grand public. Le Choc en Corée, ça doit vraiment être un des gros films de l'année, mais aucune chance que ça arrive ici ou que tu vois même de la publicité pour ça ici. Puis le film était vraiment c'est ça, bon. Je trouve bizarre, parce qu'à chaque fois, je vois à Fantasia, puis à chaque année, je vois des films à grand budget sud-coréens, puis legit, c'est des super bons films qui sont... Tu sais, souvent, ils ont des concepts plus recherchés, ils ont des histoires. Il y a certains trucs culturels que peut-être que je suppose que ça froisserait certains producteurs, je sais pas trop, gestion, je sais pas comment dire ça, les gens qui gèrent des salles. D'exploitants de salles. Exploitants de salles, mais c'est des Christy de bons films en général, puis c'est vraiment grand public. Là. Je verrais n'importe qui pourrait apprécier ces films-là. Puis je trouve ça bizarre un peu que ça soit juste à Fantasia que j'ai accès à ce genre de contenu-là. Pour le cinéma d'horreur au Québec, ça marche jamais énormément. Tu vois. Fait que même si certains films qui jouent à Fantasia, qui sont, tu sais, Fantasia, c'est aussi beaucoup de l'horreur. C'est le genre de film, tu sais, comme Eight Eyes, que je suis allé voir l'autre jour. Je verrais pas ça au Cinéplex à Laval. Là. Ça pognerait pas. Là. Non. Mais pourtant, t'as raison, c'est des films
je trouve quand même important, qui ont des bonnes inspirations puis qui ont leur place là, sur le marché, mais malheureusement, je pense pas que ça l'attirait bien des c'est gens. ça. Au-delà de ça, tu sais, le film que je viens de parler, le Phantom, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'action dramatique d'époque. Okay. Puis genre, c'est pas clairement trop recherché comme genre, tu sais, c'est comme des films d'action, il y en a en masse au cinéma. Ben oui. Faut l'écouter avec tes parents, puis tes parents auraient un bon temps. Là. Ouais, c'est la même, genre, mets Jason Statham ou n'importe quel acteur, whatever, tu fais un film de genre... C'est historique? Oui, ça se passe dans la... Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est la section comme où ce que je peux pas être très calé en histoire coréenne, désolé. Mais c'est la partie où ce que le Japon colonisait la Corée, fait que c'est comme la grosse partie justement oppression du. Ouais, dans ce coin-là. OK. Puis fait que ça se concentrait beaucoup dans cette époque, dans cette année-là, puis il y avait comme un complot pour tuer le lieutenant-gouverneur, le gouverneur général de la Corée, fait que c'est le japonais qui s'en vient comme genre contrôler la Corée. Fait que de ce côté-là, puis nous de notre côté, on a des fois été un peu perdus parce qu'il y a des affaires qui sont des évidences pour les Coréens, mais pour nous, on n'a pas nécessairement cette introduction. Ouais, on n'a pas eu ces cours d'histoire-là. C'est ça, ouais, mais ce qui est correct, le film est pour le public coréen, puis nous on regarde ça, puis on fait juste apprécier ce qu'ils se font là-bas, mais c'est très grand public, puis l'affaire c'est que même si tu connais pas l'histoire, pour vrai, c'est vraiment pas important. L'intrigue repose pas sur ça. C'est le contexte de l'époque, oui, sure, mais tu sais, il fait juste laisser plonger dans toute l'intrigue, le thriller. Il y avait un moment donné, ça commence il y a une personne qui est comme le Phantom, il faut trouver c'est qui dans la game. Fait que t'as un gros mystère, puis après ça vire en action. Puis l'action était solide. Là. C'était vraiment cool. Il y avait des trucs vraiment créatifs qui se passaient. Et ouais, puis c'était une structure intéressante aussi, parce que ça commence comme un huis clos, comme tu dis, puis là, out of nowhere, à un moment donné, c'est comme, OK, finis le huis clos, on sort de là, puis là, c'est de l'action. Puis genre, c'est comme... Les guns sortent, là. Ah, c'est ça, puis genre, on voit pas ça souvent dans des blockbusters, en tout cas des gambles un peu narratifs, je dirais, là. C'est comme, ça suit pas la structure conventionnelle, puis c'est quand même intéressant quand tu tombes là-dessus, sur des films comme ça. Fait que Phantom. Mais ça, je trouve ça dommage que ça soit accessible autrement, mais à Fantasia, on peut les avoir, ces films-là. Ouais. Ça, c'est... Faut dire qu'on commence à avoir, surtout à Montréal, une plus grande ouverture là, envers le cinéma international. Surtout les films d'anime japonais. Il y en a qui prennent la salle maintenant, c'est surprenant, je sais pas pourquoi. À quelle salle, ça? Qui sortent de masse en général, là, dans les cinéplex. Puis dans, ah ouais, les cinéplex à Montréal. Pendant la pandémie, c'est sûr que c'est pendant la pandémie, fait qu'il y avait rien qui sortait, mais il y avait le film de Demon Slayer, qui est comme un des gros animes en ce moment. Oui, c'est vrai. Qui a été numéro 1 pendant plusieurs mois. Ah ouais? Même au Canada, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres sorties, évidemment, mais ok. Je pense que ça a fait allumer des gens que, hey, ces films-là, il y a de la clientèle pour, puis c'est vrai, quand je suis allé en voir un en salle, une couple d'années, un film d'anime, la salle était quasiment pleine. Il y a une clientèle pour ça. Mais... Il y avait aussi j'ai oublié le nom du film. C'est le même gars qui a fait Your Name. Il a fait sortir un nouveau film dernièrement. C'était un gros succès. Suzume, c'est ça. Ça a été un immense succès aussi. Okay. Ça a joué dans toutes les salles à Montréal aussi. C'est un gros film? Oui. Qui s'appelle Suzume. Ok, je pensais que c'était le nom du réalisateur. Suzume Tremblay. C'est son nom. Fait quoi, il y a une ouverture à ça, mais... C'est ça, mais c'est beaucoup de blockbusters américains aussi. C'est normal, c'est la vie. Là, mais... Là, il faut en profiter pour faire plein de films parce qu'ils sont en grève. Fait qu'il n'y en aura pas pendant Ah ouais, yes. C'est là que la qualité faut qu'on prenne nos salles vite. Ah ouais. Alright. Fait que Phantom. Sinon, j'ai vu Late Night with the Devil. Ok, qu'est-ce que c'est? Aussi, toi, right? Ouais, j'étais présent à côté. Late Night with the Devil, c'est un film américain. Ça se passe dans les années 70. C'est un typical late night show comme ils ont juste ça aux États-Unis. Il y a une grosse culture de ça aux États-Unis. Puis il y a une possession démoniaque pendant l'émission. OK. C'est le soir de l'Halloween, ils font des thématiques. On reçoit un médium qui parle aux morts. Après ça, on reçoit une psychothérapeute avec sa patiente qui dit avoir été possédée par le démon. Puis tous des gens qui viennent de milieux marginaux un peu. Puis c'est ça. La petite fille qui est possédée par le démon est vraiment possédée par le démon. C'est ça la prémisse. Il a invité une personne qui est comme un peu un sceptique, qui lui, sa job, c'est de juste debunk les gens qui prétendent que ça existe ces choses-là, puis lui il est sur le show, puis genre ça fait comme une dynamique vraiment intéressante. Donc encore, on est comme pas sûr pendant tout le long est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe ou c'est
c'est vraiment juste un tour de passe-passe, mais ça joue là-dessus pendant tout le long du film. C'est quand même intéressant. Ouais. C'est... Il aurait pas allé plus loin, mais je pense que c'est à cause du petit budget, puis ils ont mis ça surtout dans le plateau de tournage qui, vraiment, ils ont commit, là, c'est vraiment convaincant, puis les costumes et tout, c'est années 70, plateau de tournage de Late Night Show, puis on y croit. Là. C'est pas vrai, c'est la plus grande force de ce film-là, c'était l'immersion. Là. Je me sentais comme le public, on est comme derrière la caméra en quelque sorte, on suit les caméramans, puis je me sentais comme le public. Ben, là, tout est là, ça feel vraiment, puis même l'animateur, il agit vraiment comme un vrai animateur de Late Night Show, puis c'est vraiment hyper immersif avec tous les costumes, puis... Même l'acting, c'était super bon. Puis c'est basé un peu sur le folklore complotiste américain, là, qui s'appelle Bohemian Grove, qui est un espèce de camp de jour pour les politiciens et les gens importants aux États-Unis, ce qui existe pour de vrai, mais qui sont souvent accusés de faire des rituels spirituels, puis des orgies, de faire de même. Puis le protagoniste, qui est l'animateur du talk show, ils nous disent au début du film, c'est comme un fan footage. Ça, ce que vous allez voir, c'est le Late Night Show de telle personne qui était associée avec le Bohemian Grove puis qui participait à des rituels démoniaques. Fait que c'est comme si le fait qu'il ait accepté un deal pour avoir son émission, ben ça fait en sorte qu'il y a un curse qui s'est déroulé cette soirée-là. Ok. Ouais. Mais puis dans quel genre ça traîne tout ça? Ça se veut horreur, ça ne fait pas peur, malheureusement. Mais il y a quand même une bonne dose de comédie. Il y a des moments très drôles. Mais des fois, t'as de l'horreur qui fait pas peur, mais c'est divertissant. Exactement. Là, c'est très divertissant. Je pense que ça serait dans ce style-là. Ouais. Ok, parfait. Il y a des codes, il y a un peu de gore et tout ça, mais c'est pas, il y a rien qui te fait tourner le regard. Là. C'est pas, il n'y a pas de jumpscare non plus. C'est purement... comme je disais dans ma review du film, c'est dur de faire une ambiance épeurante avec de l'éclairage de plateau de télé. Ils ont essayé. Je pense qu'il y a des bouts qui voulaient sincèrement faire peur. Pour moi, ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même apprécié. C'est étonnamment captivant quand même. Le concept est vraiment bon. En même temps, c'est quand même... Je respecte beaucoup ça comme les gens qui essayent de faire de l'horreur in broad daylight. Genre... Exact. Avec l'éclair, genre, parce que tu vois tout. Ouais, genre, il n'y a pas de zone tu peux pas jouer sur l'espèce de part d'obscurité dans la pièce. Il y a un monstre caché dans l'obscurité. Non, le monstre est à la vue de tous. Il faut que tu ailles chercher ton horreur ailleurs. Puis c'est quand même ceux qui réussissent à faire ça, c'est comme dose de respect supplémentaire. Ouais. C'est un peu que les gens aimaient beaucoup de Texas Chainsaw à l'époque, c'est que c'était en plein jour. Il y a quelques scènes de nuit, mais c'est principalement de jour l'horreur, puis c'est efficace quand même. Midsommar plus récemment. Ouais, exactement. Ouais. Très vrai. Formidable. Nous, on avait été voir aussi, moi puis Laurent, on était voir Divinity. Divinity, oui. Oui. Puis... on a vu ça. Non. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de belles choses à dire. Mais c'est une expérience. À dire. Ouais. C'est vraiment une expérience. C'est vrai, il n'y a aucun film qui ressemble à ça. Ça se passe vraiment dans un monde un peu post-apocalyptique où... il faut que tu m'aides un peu sur l'histoire là-dessus. Ça. Fait qu'il y a il y a quelqu'un quelque part, c'est le personnage, on va dire principal, il a inventé comme une espèce de super juice, je sais pas comment dire ça. Genre, pour transformer le corps. C'est ça, les gens sont immortels. Exact. Son juice, il rend les gens immortels et infertiles. Mais tout le monde est genre... La partie infertile n'était pas volontaire là-dedans. C'est juste que soit t'es immortel ou t'es fertile. C'est ça, on l'apprend peut-être plus tard en fait. Mais c'est ça. Fait que c'est comme tu bois ce juice-là, puis là, tout le monde, on dirait que la culture de l'humanité retourne autour de genre du plaisir maintenant et de tout ce qui est corporel. Fait qu'il y a comme une espèce d'aspect de sexualité qui est trop présente. C'est comme au début du film, il regarde la télé puis c'est genre il y a une pub de céréales puis t'as juste vraiment beaucoup trop de genre d'aspect sexualisant. Tu sais, la fille qui mange la céréale puis genre elle t'embrasse. En tout cas, c'est vraiment épais, mais genre ça tourne autour de ça. Ça c'est comme comme le contexte autour de ça, mais tout le film se passe dans une espèce de... Je pense dans une maison dans un désert. Ouais, une espèce de maison bizarre faite en espèce de... D'ossement. Ça ressemble à un os, là. Un cadavre, là. Ouais. Puis c'est vraiment une expérience... je veux dire ça, c'est quand même captivant. Il y a quand même une vibe un peu hypnotique par moment que j'ai bien aimé. Puis la fin...
je vais pas trop parler de la fin, mais la fin vire dans un... ça vire vraiment action de façon assez surprenante. Ça va ailleurs, ouais. Oh ouais. Mais il y a un gros aspect un peu ésotérique au travers de tout ça. C'est comme un fever dream. Tout le long, c'est un peu là, comme tu suis des personnages qui se promènent dans la maison, qui font des affaires, puis comme il se passe des choses, c'est pas trop exactement c'est quoi qui se passe. Puis c'est comme... Puis ouais, tout en noir et blanc. Puis genre, tout est super... Il y a eu beaucoup d'utilisation des ombres, tout ça. En tout cas, c'est super bien dirigé au niveau de la lumière. Puis genre... Pas seulement le film que je recommanderais le plus, mais c'est certainement une proposition vraiment, vraiment forte. Puis assez bien exécutée que juste pour vivre ça, honnêtement. Moi, j'étais content de ma soirée à Fantasia. Cool. Genre de voir Destiny. Cool. Divinity. Destiny. Tu me confirmes en plus. C'est ça, oui. Ouais, c'est similaire. Hein, J'ai vu aussi, dans la même journée, j'ai vu Birth, Rebirth et Manhole. Je peux commencer par Birth, Rebirth. Ouais, vas-y. Vraiment aimé ça. Ça, c'était un autre de mes préférés avec Hundreds of Beavers. C'est un film assez tabou parce que l'histoire, c'est une mère qui perd son enfant, puis il y a une thanatologue qui fait des expériences chez elle de ramener les gens à la vie. OK. Le concept est troublant, mais c'est présenté très scientifique un peu. Puis genre, c'est... Fait que c'est froid, genre. Ouais, mais... Parce que la thanatologue, premièrement, c'est un très bon personnage. C'est ça, un thanatologue, c'est les gens qui... Je pourrais pas dire. C'est les gens qui font l'embaumement et tout. Là. Bref, Oui. Mais elle fait pas de l'embaumement pour les salons, mais c'est elle qui va comme préparer le corps à l'hôpital après qu'il s'en aille ailleurs. Oui. OK. Le personnage est vraiment bon. On dirait qu'il est sur le spectre de l'autisme, puis elle réagit aucunement à ce qu'elle fait, comme quoi que c'est horrible. C'est comme la mère, elle retrouve l'adresse de la madame parce que le corps de sa fille a disparu. Sa fille meurt, puis personne ne sait il est où, le corps. Mais là, elle trouve la thanatologue, puis son adresse, puis elle s'en va chez elle, puis elle se rend compte qu'elle l'a ramené à la vie, puis elle est dans un lit, puis elle est comme un peu légume encore. Fait que c'est... Là, ils deviennent, tu sais, là, au début, elle est choquée, mais bon, il ouvre la télé, il regarde Bob l'éponge, puis tout est correct comme avant. Non, ben, tu sais, la petite fille est encore comme légume, là. Elle parle pas, puis elle est vivante, mais elle a aucun signe qui est encore elle, la petite fille qui était avant qu'elle meure. Fait que la mère, elle dit, ben, je vais t'aider à faire ton projet, je vais prendre soin de ma fille, mais en échange, tu me laisses vivre ici, puis, tu sais, on parle pas de ça à personne, puis s'il y a des gens qui m'en parlent, je veux dire qu'il n'y a pas de funérailles parce que je suis pas religieuse, etc. Fait que c'est un peu... il sert de cellule souche de la thanatologue elle-même qui va comme avoir des relations sexuelles avec des gens dans des bars juste pour être enceinte, puis se servir du fœtus pour garder en vie des cadavres. C'est vraiment dark. Puis quand je dis que c'est tabou, mais parce qu'évidemment aux États-Unis l'avortement c'est d'actualité toujours, on en parle souvent. Puis là-dedans il traite ça, c'est très casual cet aspect-là. Il y a personne qui est comme choqué de ça à part le public qui regarde dans le film. Les gens, c'est pas comme une discussion de moralité inutile. Non, vraiment pas. Okay, le film, oui, devient ça un peu. Parce que, encore une fois, je vais pas dire la fin, parce que je pense que c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu, mais c'est pas que les personnages commencent à perdre un peu l'humanité à force de... J'imagine qu'à la longue, ça doit être un peu rochant. Exactement. Fait que, non, c'est un film d'horreur, mais qui est beaucoup plus épeurant dans son concept que dans... c'est plus l'idée que ce qu'ils sont en train de faire qui est plus épeurant. L'idée que ça l'amène, c'est dégueulasse, mais... la présentation dans laquelle c'est pas horrifiant du tout. C'est même... Des fois, c'est beau. C'est beau. Une mère qui essaie de garder sa fille en vie. Puis... Ouais. Puis, Birth, Rebirth. Ouais. Birth, Rebirth. C'est intéressant. Ouais. Formidable. Puis l'autre? L'autre, Manhole. Hashtag Manhole. Hashtag Manhole. Ah, important, ouais. Ouais, le hashtag est important. Film japonais d'un... C'est un homme d'affaires qui tombe dans un trou. dans une bouche d'égout qui est restée ouverte, puis il était sous parce que c'était son enterrement de vie de garçon qui avait lieu la veille de son mariage. Puis là, ben, c'est lui qui essaie de trouver une façon de sortir. Il y a du réseau sur son téléphone, mais étrangement, personne ne répond. T'as pas... Les gens n'apprécient pas tant que ça, finalement. C'est une sorte de huis clos dans un trou. Dans un trou. D'égout, ok. Mais il aurait pu dire son téléphone est brisé, n'importe quoi. Non, ils ont eu l'audace de lui dire t'as un téléphone puis il fonctionne. Mm-hmm. Puis là, il se rend compte que son téléphone a été manigancé puis que le GPS, il montre pas qu'il est à la bonne place. Fait que les gens qui vont le chercher, ils le trouvent pas. Fait qu'il faut qu'il y ait comme une espèce de puzzle qui se développe avec ça. Encore une fois, c'est un film que j'aime beaucoup le concept. Je peux
pas dire que j'ai accroché à 100% avec le dénouement de l'histoire, c'est un peu ridicule où est-ce que ça s'en va. C'est un film qui ment dans son plot twist, puisque je déteste ça. C'est un film qui te fait un plot twist, mais qui te montre pas des indices avant qui te permettent de deviner où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Ok. Ben non, il y a rien. C'est juste, à un moment donné, il y a une révélation. Je suis comme, ben finalement, c'était ça qui est arrivé. Est-ce que tu trouves qu'il y avait des similarités avec... je te dis ce film-là, je sais pas si tu l'as vu, là, mais Buried, avec Ryan Reynolds? Je pense pas que j'ai eu celui-là. Ok, bon. Mais je sais de quoi tu parles, mais peut-être qu'il y en a. C'est un gars dans un cercueil, puis... enterré vivant. C'est ça, ouais. C'est comme Brett Montgomery. Ouais, exactement. Brett Montgomery. Brett qui est enterré vivant. J'espère que ça finit bien pour lui. Dans les références. Ben, tu sais, oui, il y en a un peu. Tu sais, pas nécessairement, j'imagine que c'est un huis clos dans un trou. C'est comme dans un cercueil. Ça marche bien. C'est pas mon préféré, mais c'est à cause de la c'est twist. Fantasia. T'as vu l'expérience, t'as pas? Exactement, c'est le fun. Ça fait penser, il y avait un film récemment, est-ce qu'il y avait un twist comme ça, je pense que c'était comme deux filles qui genre, sont pas sur une... Est-ce que vous avez vu ça? Ouais, c'est le film préféré du go, ça. On en a parlé. C'est quoi ce film-là? Ça s'appelle The Fall. Juste Fall. Juste Fall. The Fall, c'est un film qui parle d'Hitler. C'est pas le même genre de... Ouais. J'en ai parlé brièvement parce qu'on a déjà parlé sur un autre épisode. D'accord. Mais c'est une fille qui elle va faire de l'escalade avec son chum, sa meilleure amie, puis son chum tombe puis il meurt. Fait que là, elle est traumatisée puis elle veut plus monter. Elle a trop peur. Son amie, c'est une influenceuse d'escalade. Elle dit, hey, non, mais viens, on va t'aider à surmonter ta peur. On va aller monter une tour de radio abandonnée qui est comme la plus haute tour au monde, puis elle est toute rouillée, toute déguisée. J'ai vu ça passer sur Letterboxd. C'est le genre de film qui t'amène un plot twist que finalement, il y en a une des deux qui est morte à moitié du film, mais ils te l'ont pas dit. Il y a encore une fois, il n'y a aucune façon de deviner que c'est arrivé. Je lui ai demandé à parler avec son ami, puis comment je vais faire, mais une chance que je suis avec toi. Il dit non, t'es seul. De quoi tu parles? Je suis seul. Là, surtout, elle a le visage ensemble. Mon corps est encore en bas. C'est les meilleurs twists. Il y avait comme genre aucun truc qui disait que... Rien. Ça sort de nulle part. Puis ben, Manhole, c'est un peu ça qui arrive aussi, mais au moins, Manhole me prend pas pour un imbécile à ce point-là. Ah, ok. Ouais. Non, The Fall, c'est atroce. Arrête de recommander ça. Mais c'est à drôle. ne pas voir dans tous les cinémas. Dans tous les cinémas. À voir avec de mauvaises intentions puis beaucoup d'ironie. C'est bon. Ça, c'est... Ouais. Peut-être en Rapid Fire, peut-être qu'on pourrait comme genre nommer les autres films qu'on a vus. Ouais. Le dernier que j'ai bien aimé, c'est avant hier, je pense. Ouais, avant hier soir, j'allais voir Eight Eyes. Ok. Un film qui a été tourné en Serbie. Oh. Qui est pas un film serbe, mais qui sont allés tourner là-bas. Puis c'est un film d'horreur qui m'a vraiment joué dans la tête. ouais. Pendant la première moitié du film, là, j'ai été malaisé à fond parce que c'est un couple qui s'en va faire leur voyage de noces en Serbie. Puis ça passe pas bien entre les deux. T'sais. Puis le gars, il veut absolument aller vivre l'immersion puis suivre des gens dans des raccoins perdus du pays. T'sais. Puis la fille est un peu comme ses nerfs. Puis je pense pas que c'est une bonne idée. Puis comme de fait, le gars qui les emmène dans une vieille usine d'affectés, ben on comprend. C'est sous-entendu qu'il kidnappe des gens puis qu'il fait des snuff movies avec. Genre qu'il les découpe dans un entrepôt puis qu'il les filme puis qu'il les publie ça. Fait que c'est la direction du film, c'est ça. Si on voit des gens en train de se faire kidnapper en Serbie. C'est vraiment malaisant, c'est choquant. Ça a l'air stressant. Ouais. C'était financé par le département du tourisme de la Serbie. Ouais, mais l'acteur qui fait le kidnappeur est vraiment serbe. Puis il y a une couple d'autres personnages qui sont... un film, on en a parlé tantôt, il y a des grosses influences de Texas Chainsaw. Beaucoup. Puis il y a des personnages figurants un peu qui n'ont pas vraiment de dialogue, que c'est des gens qui ont rencontré pendant qu'ils faisaient le tournage. Puis là, il veut jouer dans mon film. Puis il a dit, ouais, juste la manière que t'en parles, ça fait penser un petit peu à Serbian film. Oui, j'ai pas vu, mais je crains ce film-là. J'ai pas vu non plus. Je le connais de réputation. Ouais, je le redoute. Un autre film financé par le gouvernement. Mais la Serbie, c'est un pays qui a connu la guerre assez rough sur le territoire. Fait que beaucoup de gens qui pensent que la raison pour laquelle il y a autant de films d'horreur fucked up qui sortent de là, c'est parce que les gens sont fucked up là-bas. Ça sort l'imaginaire collectif. Si on vécu ça qui nous écoutent. Ouais, je veux pas généraliser. Là. Je suis sûr que c'est un très beau pays, bien des régions, mais apparemment, les villes, les métropoles, c'est des lieux très ghetto qui arrivent des choses pas le fun. Ouais. C'est sûr que ça affecte un pays, ce genre d'affaires-là. Maxime, je vois que tu as écouté The Sacrifice Game. Oui. Qu'est-ce que c'est? Sacrifice Game, c'est un film d'horreur satanique qui a été... c'est américain, mais ça a été tourné à Oka, ici, avec une équipe québécoise principalement.
Et dans le fond, c'est l'histoire de deux jeunes filles qui restent dans une espèce de couvent école pour filles dans les années 70. Et ils restent là à Noël parce que leurs parents les ont pas pris. Genre, toutes les autres jeunes filles sont parties pour les vacances des fêtes, sauf ces deux-là, puis une prof et son fiancé. Et à ça se joint un quatuor de sataniques qui commettent une série de meurtres pour essayer d'invoquer un démon. Et ça c'est pas un spoiler. La première scène du film, c'est les 4 sataniques. Tu les vois en train de carrément rentrer dans une petite maison de banlieue et commettre des meurtres atroces. Ça a vraiment une espèce de vibe un peu Clockwork Orange, même de la manière que c'est présenté, avec une espèce de petite musique des fêtes. Et t'as ce quatuor-là qui arrive à l'école pour aller performer le rituel. Et c'est vraiment bon comme film. C'est extrêmement divertissant. Il y a du gore, donc c'est quand même pas mal de gore. C'est pas pour les cœurs sensibles, mais le film amène quand même une bonne twist sur le film d'invocation démoniaque, mettons, habituel. Et en fait, la raison de voir le film, c'est les 4 méchants. Genre, sur le coup, en fait, c'est quasiment... Parce que le film commence et alterne beaucoup entre les 2 protagonistes, les 2 jeunes filles, et les 4 méchants qui se rapprochent tranquillement pas vite du couvent. Et tu te demandes pourquoi ils ont autant de screen time, parce que ça enlève un petit peu du mystère. Souvent, les méchants des films d'horreur, tu les mets dans l'ombre, tu les vois le moins possible parce que c'est ça qui crée la peur. Mais là, tu te rends compte petit à petit que c'est eux autres les meilleurs personnages du film. Ils sont à la fois vraiment terrifiants et très drôles. Comme, imaginez la gang de Scooby-Doo Evil. Nous allons élucider ce mystère. Oh, excusez. Non, mais c'est vraiment ça. C'est comme... Puis chacun... c'est quand même drôle parce que plus t'avances dans le film, plus il y a des... Tu te rends compte qu'ils ont chacun un peu des motifs différents pour participer à cette espèce d'invocation démoniaque-là. Et ils sont pas tous d'accord sur tout. Puis c'est... Non, c'est vraiment les meilleurs personnages du film. Il y a quand même plusieurs... C'est pas principalement drôle, mais les sources d'humour viennent d'eux. C'est comme... Je sais pas si ça a été de quoi qui a été décidé au scénario ou si c'était quoi qui s'est fait organiquement au tournage, mais comme... Quelle bonne idée de leur donner autant de screen time que les personnages principaux, parce que ça vaut la peine. T'aimes les haïr. Okay. Même... Ouais. C'est vendeur, Non, c'est vraiment... Ils sont la raison pour laquelle regarder le film. Ils sont vraiment divertissants. Les personnages principaux sont corrects. C'est juste que on dirait que, comparé à eux, on dirait qu'étrangement, sont plus développés que les personnages principaux et comme plus drôles, plus intéressants, plus tout. Et comme... Ça prend un bon méchant pour faire une bonne intrigue. Oui. Puis, même... Il y a une bonne raison pour laquelle ils prennent autant de place dans le film, mais j'ai pas envie d'en parler trop parce que ça fait partie un petit peu des plaisirs du film de justement, quand je disais que le film est une bonne twist sur le film de démon, ça fait partie de ça. Des fois, ce que je reproche à des mauvais films d'horreur, c'est quand le protagoniste il prend des décisions tellement stupides que je me dissocie de lui puis que j'ai plus d'empathie pour ce qui lui arrive. Mais si tu joues ça à l'extrême, j'avoue que tu peux avoir de l'empathie pour le méchant. C'est pas une fois là-dedans. Il n'y a pas de décision stupide qui est prise par les protagonistes. C'est juste, ils sont corrects. Ils font la job. C'est juste que les méchants sont tellement plus intéressants que t'es comme... Ils sont plus cool, ils sont juste pas assez cool pour comparativement méchants. C'est ça, c'est même pas une question de « Ah, ils ont fait de quoi de stupide puis ils méritent de mourir. » Non. Comme, c'est juste... Ouais, c'est... T'es comme... ils sont corrects. Mais eux autres sont vraiment cool. Un peu comme Luke Skywalker puis Darth Vader. Oui. Ouais, mettons, tu me disais comme genre... Mettons, j'écoutais un film sur le quotidien
de quelqu'un. Luke Skywalker sur sa ferme avec ses oncles et son oncle et sa tante. Quand ou même, Darth Vader qui passe des missions et tue des gens comme... Un génocide de l'espace. C'est ça, Exactement. Dis-le même, c'est pas tellement cool. T'as plus ma curiosité, mettons. Je peux te dire ça. Mais Genre- je vous le recommande comme film. C'est vraiment divertissant. Le film a quelques défauts, mais les qualités font ça outshine ça un peu. Puis comme On pourrait survoler vite fait les courts-métrages que j'ai vus parce que Fantasia souvent présente des courts-métrages avant les longs-métrages. Il y avait Bird Hostage. Ah ouais. C'était C'était bon, quelque là. chose, C'est ça. une fille qui est engagée pour garder un perroquet d'une madame qui s'en va en voyage. Fait qu'elle s'en va vivre chez la madame pendant qu'elle s'en va. Puis elle dit à ça d'affaire, faut vraiment pas que tu laisses l'oiseau sortir de sa cage. Parce qu'il est dangereux, il va te griffer, il va essayer de te crever les yeux, il est pas le fun. Là, l'oiseau nous est révélé, puis c'est une mascotte, une marionnette, dégueulasse. Il est tout immonde. éplumé, il est tout magané, puis il parle. La voix, c'est Jay Baruchel, acteur canadien. Puis ça, sur le fond de sa cage, c'est juste plein de botches de cigarettes. Il fume aussi. Il fume sans arrêt. C'est un chain smoker depuis des années. C'est épais, là. Il le vend comme étant méchant, mais finalement, ben, en fond, il est juste misérable, puis il veut se sauver, puis genre, il est pas capable. En tout cas, d'où la prise d'otage qui a lieu par après. Puis là, c'est un peu... C'est quand même drôle. C'est quand même nice quand ils font jouer des courts-métrages juste avant des films, puis je pense que c'était avant Hundreds of Beavers, fait qu'il y a comme une espèce d'animaux qui font des affaires Absolument. bizarres, fait que ça fitait un peu dans la thématique, puis c'est comme une petite comédie aussi, fait que c'est toujours intéressant, parce qu'on n'en voit pas souvent des courts-métrages, en tout cas quand je regarde des films, j'ai tendance plus à avoir des longs métrages, mais c'est toujours nice de redécouvrir les petits plaisirs des courts-métrages. J'arrête pas de dire, on a déjà parlé sur le podcast, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y ait des courts-métrages qui soient présentés avant chaque film au cinéma. Mais je comprends que c'est compliqué, c'est de la logistique et tout, mais ça serait cool. Ça serait grave. C'est une nice façon de donner des opportunités aux jeunes réalisateurs qui n'ont pas encore la tribune d'avoir des salles de cinéma à eux autres seuls. C'est toujours un petit nanan que Exact. si le film est pas très long puis que c'est le fun puis ça dépend de quel film que t'écoutes là, si ça c'est une comédie ou un film d'action, ça se porte bien, un gros drame familial, etc., peut-être qu'il y a peut-être pas un film qui va fitter exactement juste avant, mais même là des fois là Mais c'est une job de programmation. oui, c'est sûr. Il y a des films de tous les styles. Oui. Fait que ça peut se plugger. Oui. Même un truc familial. Tu peux mettre un petit court-métrage d'animation, ben le fun, puis ça fait un job. Oui, totalement. Oui, il y a beaucoup de films qui se portent à ça. Ils puis- programment très bien ça, Fantasia, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui dit je comprends pourquoi ils ont mis ça avant ce film-là. Ouais. Tout le temps, un petit lien qui est entre les deux. Comme Eight Eyes, le personnage principal, le méchant, il fume beaucoup de cigarettes dans le film. Puis le protagoniste aussi, il a fait beaucoup de fumeurs de cigarettes. Puis le court-métrage qu'ils ont mis avant, ça s'appelle Smoking Kills. C'est une affaire qui parle de cigarettes. Nice. Je suis sûr qu'il y a personne qui a fait le même lien que moi en regardant Ben, les c'est deux sûr. films. Puis il a dit oui, on met ça avant, ça va de soi. Il n'y a même pas eu le film, j'ai juste fait le nom, puis that's it. Parlant de court-métrage avant des longs-métrages, est-ce qu'on fait un segue vers... le co-animateur Charles Parisé a réalisé un court-métrage, fait que je vais commencer à le vous voyer pour le restant du podcast. Comme ça. C'est quoi vos inspirations? Ah, vous savez, Batman, Non, ben oui, le court-métrage Les Crochets qui était présenté avant un documentaire qui s'appelle Touch Kink. Touch Kink, Ouais. que j'ai pas vu, mais j'ai vu ton court-métrage, fait qu'on peut en parler. Ouais, formidable. Serais-tu down de présenter le film? Ouais. On suit un jeune homme de ce qu'on comprend, c'est sa première relation sexuelle. C'est comme ça que commence le court-métrage. Puis il doit enlever la brassière de sa blonde. Puis ben il sait pas comment. Mais que c'est un dialogue entre lui, ses deux mains, qui ont chacun une voix à l'interne, comme on l'entend, des narrations, si on veut, les deux mains, ils bonimentent un peu. Puis la brassière qui a aussi une voix. Quelle voix d'ailleurs? Ouais. Puis c'est lui qui essaie de se motiver à le faire, puis la brassière qui essaie de se donner des secrets de comment enlever une brassière. Puis, ouais, je vais pas aller trop loin, mais oui, c'est ça. Ouais. C'est très drôle. Ah, merci Bien beaucoup. joué. Toi, tu le décris très bien, merci. Ouais, ça a été une super belle expérience. Retourner à Fantasia après. Dans la fois que j'ai présenté un film, ça faisait 4 ans de ça, à Fantasia. Un homme éternué meurt. Exactement. Puis c'est le fun de revenir
à cet endroit-là. Puis comme on l'a dit, Fantasia, c'est le meilleur public du monde. Puis je peux voir aussi pourquoi le programmateur aussi fait le lien avec le film qu'après, parce que Touch Kink, c'est beaucoup plus intense que Les Crochets en termes de sexualité. Là. Mettons, mon film, il est très, très bon enfant. Tu peux le montrer à des ados, ça passe, c'est quasiment familial, là, mais le film après, c'est un film documentaire sur le BDSM. Fait que, mais on parle de PG-13 à 18 ans et plus. Oui, littéralement. Mais ce qui était cool de ça, c'est que les gens dans la salle étaient ultra réceptifs au court-métrage. Fait que pour moi, ça a été un énorme plaisir. Humblement, le public a vraiment bien réagi, ça le rit. Mais Maxime était là. Oui, non, la salle... La salle était quasiment constamment en train de rire. C'était parfait pour la réception du film. C'est le bon public pour ce film-là. C'est parfait. Puis même, je veux dire, j'ai participé à la production du film dans l'équipe de Charles. Puis j'ai vu tout le cheminement que ce film-là a eu de la conception à la finalisation. Puis je sais que Charles écrit des bonnes jokes, mais des fois doute de ses propres jokes. Et après ça, je te dirais, il n'y a aucun doute. Tes jokes sont vraiment bonnes, Charles. Merci. Il y a du bon timing. Là. Je pense que le bout que j'ai le plus ri en le voyant, c'est quand sa main gauche lui dit hey, je sais que t'es plus familier que ta main droite, faites tout ensemble, mais je tiens à te dire, je suis fier de toi quand même. Puis le gars, il fait je comprends qu'il se marie, ce qui se passe en ce moment. Il parle avec ses deux mains. Il parle de favoritisme. C'est comme le moment où on est rendu à la moitié du film où est-ce que le gars, non seulement il est pris dans une situation ultra stressante puis il se met beaucoup de pression avec sa blonde, mais il vient aussi avoir la révélation que ses mains peuvent lui parler. Fait que c'est comme un petit moment où est-ce qu'on fait comme genre hey, by the way, what the fuck. Relâcher un peu de tension, ça l'aide. Le casting, vraiment bon. Merci beaucoup. J'ai reconnu la voix d'une des deux mains parce que pendant Fantasia, il y a des pubs de Télétoon c'est lui qui fait la narration des pubs de Télétoon. La main droite. Oui, mais un énorme plaisir que j'ai eu, j'ai eu le plaisir de découvrir c'était quoi travailler avec des acteurs de voix. C'est une des parties que j'avais vraiment hâte de rentrer dans cette partie-là, de juste être en studio avec eux puis développer le personnage avec eux. Mais lui qui joue la main droite s'appelle Hugolin Chevrette. Lui qui fait la main gauche s'appelle Tristan Harvey. C'est vraiment des acteurs de doublage. Fait que si t'écoutes un film doublé, il y a des chances qu'à un moment donné, une de leurs voix va popper Hugolin. C'est quoi les films qu'ils ont fait ces deux personnes? Il y a des films de notre enfance même. Hugolin faisait Spider-Man de Tobey Maguire. C'est lui qui faisait ça. Ah oui, il fait Nelson dans Les Simpsons. Il fait Po dans Kung Fu Panda. Il fait le panda dans Kung Fu Panda. Puis plein d'autres. Tristan est arrivé plus tard qu'Hugolin. Il fait beaucoup de comédie. Il a fait Brian dans Family Guy. Il fait Ted dans Ted. C'est la voix de Seth Rogen, je crois, attitré. Ah, je savais pas celle-là. Ouais. Ok, intéressant. Il fait le robot dans Rogue One aussi. Il fait Doctor Strange. Fait que... OK, fait qu'ils travaillent sur beaucoup de grosses productions. Oui, quand même. Absolument. Cool. Puis je parlerai pas de la voix de la brassière, mais allez voir le film pour savoir c'est qui. Ouais. Puis, on va regarder sans surprise. Mais vous allez la reconnaître. C'est ça. Puis c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire, ces gens-là. Ils ont une belle maîtrise. Puis t'arrives et tu leur lances une proposition, ils s'en vont dans ce sens-là. Mais juste avec leur voix, ils sont capables d'exprimer vraiment énormément. Fait que c'était beau de prendre un objet pas beaucoup animé, une fucking main, puis devoir y donner une personnalité. C'est un beau défi, puis je pense j'ai bien aimé ça. C'est une production qui va plus loin que je pensais aussi, pour une prémisse qui est comme très banale. On va loin dans l'histoire. C'est pas que ça fait en auto-promo, mais oui, c'est ça. Non, mais je suis sincère. J'ai pas de raison d'haïr. J'ai eu du plaisir. Mais dans le sens que ça va plus loin que la prémisse. On voit des flashbacks historiques. What the fuck? Ça va là. Ouais.
Il est un bon timing humoristique. Merci beaucoup. Puis, fait que première à Fantasia cette année. Fait que, un de fait, qu'il y a d'autres festivals qui s'en viennent, pas annoncés. Mais le film va continuer à circuler. Cool. Mais pour moi, comme quand je vis ce genre d'événement-là, c'est clair que si pour d'autres films que je ferai dans le futur, pour moi, Fantasia sera toujours un endroit, un arrêt primordial à cause de la foule, à cause que ça c'est une ambiance extraordinaire, c'est le meilleur public au monde, puis je sais que ceux qui ont envie de voir le film, avec la foule que tu as là, tu vas avoir un assez bon temps à passer à Fantasia. Cool. Excellent, ça. Non, la pub de mon film est faite. Je suis dans le générique aussi, je vais me vanter un petit peu. Je suis dans la section remerciements. J'ai fait un lift à un moment donné. Oh, nice! T'as pas juste un lift, tu m'as aidé à transporter de l'équipement, là, quand même. C'était un rôle primordial. S'il n'y en avait pas des gens qui faisaient des lifts, là, il n'y aurait pas de film. Il n'y aurait personne qui irait pas. Non, c'est ça. Tu serais pas ici aujourd'hui? Ben non, c'est ça. T'as tout compris. Fait que tu as Maxime des remerciements après à cause du lift. Puis ça, Maxime aussi a été script les 4 jours. 3 jours sur 4. 4 jours sur 4. Puis t'as aidé à la régie aussi. Exactement. Oui, parce que quand on fait des courts-métrages non financés entre amis, à un moment donné, faut que tu prennes plusieurs chapeaux. C'est souvent ça. Je l'ai fait pour tes films aussi. Script, mes cours de cinéma datent de loin. C'est quoi déjà un script? C'est la personne qui est responsable de surveiller la continuité de plan en plan et de scène en scène. Okay. Donc, de s'assurer que tout soit raccord d'un plan à l'autre, d'une scène à l'autre, surtout qu'on tourne souvent pas dans l'ordre chronologique, et qui après ça va faire aussi des rapports pour le monteur, qui pour dire par exemple cette prise là est meilleure pour ça, celle-là est pour ça. Exactement. Okay. Fait que c'est très facile surtout pour le monteur se retrouver. Ben oui. De où est-ce qu'ils sont ses plans, où est-ce qu'ils sont ses c'est comme fiches. acte de présence pour la post-prod, mais exactement. Okay. Cool. Comme dans ce cas-ci, c'était Charles le monteur, j'étais comme futur Charles, voici quelque chose d'important qui va être pertinent pour toi à lire dans 2 mois. Ouais. Puis il fait un excellent job, je tiens à le dire. Il est très très bon dans son travail. J'ai eu un faux raccord, à un moment donné, la main elle parle pas, puis la scène d'après elle parle. Je sais pas si c'est c'est soit Charles ou Max. C'est quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Ouais. Mais il faut toujours présumer que peu importe qui arrive, c'est la faute de Max. Ouais, d'accord. C'est bon. C'est ça le rôle finalement. C'est juste. Est-ce qu'il y a le émissaire? Il y a quelque chose qui est arrivé? De Max. C'est le script qui n'a pas fait sa job. Non, il n'a pas fait sa job. J'ai une question pour vous. Ouais. Pour là, il reste encore quelques jours à Fantasia. Ouais, mercredi que ça finit, je pense. C'est ça, j'aimerais savoir. Ouais. C'est quoi les films que vous comptez aller voir? Je vais voir le film de clôture, We Are Zombies. T'as eu des billets? Je les ai achetés aux ceux qui sont sortis. J'ai même pas attendu d'avoir mes accréditations. J'ai juste je suis jaloux. Ouais, j'ai bien genre le soir même, il était sold out. Ouais, c'est surprenant. Je suis vraiment jaloux. Comment ça? Attends, mais je connais un peu. C'est quoi? C'est RKSS qui ont fait ce film-là? J'en ai aucune idée. C'est RKSS, oui. C'est les gens qui ont fait Turbo Kid et ces choses-là. Okay, T'as acheté les billets, tu savais même pas c'était. Moi, je vois le nom puis je vois l'image, ça a l'air cool. J'aime ça les zombies. Film de zombies, moi payer billets. Ah ouais, écoute. Mais c'est comme ça que j'achète mes films à Fantasia. Hundreds of Beaver, j'ai failli pas aller le voir parce que je suis pas sûr entre ça puis un autre. Moi, je t'avoue que je suis vraiment plus sélectif. J'ai tendance à regarder. S'il n'y a pas de trailer, puis si je trouve pas le trailer nulle part sur les internets, je vais pas le voir le film. Mais là, cette année, j'ai pas fait ça. J'ai été agréablement surpris sur ben oui, il faut que ça vaut la peine de faire ça parce que ça fait tout le temps des belles surprises. C'est des gambles. T'es pas déçu quand t'as pas d'attente. C'est ça. Après, le film que j'avais des attentes, c'est Kamen Rider. Ok. J'ai pas été déçu. Mais t'en avais mis beaucoup. Là. Exactement, mais la barre était très haute pour moi. Kamen Rider, j'avais des grosses attentes. Ouais. Fait que tu vas aller voir We Are Zombies. Ouais. Je vous tiendrai au courant. C'est ça. Toi, tu vas-tu? Peut-être. C'est mercredi. Juste à mercredi. Peut-être faire un tour. Mais il est sold out, mais si c'est une passe, ça marche pareil. Oui. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Quand c'est sold out... C'est touché. Mais surtout, c'est les films d'ouverture et fermeture, si je me trompe pas, c'est touché à Fantasia. Je sais pas si ma passe me donne pas accès à l'ouverture. La clôture, peut-être. Moi, les accréditations ne marchaient pas pour fermeture, clôture et projection spéciale. Exactement. God of Cookery et toutes ces affaires-là. Les présentations comme rétro de
Ok, ça marche pas pour ça? Non, ça marchait pas. Je vois pas les dommage. Non. Mais bon, dans ce cas-là, j'ai aucun moyen d'y aller. Fait que... Mais sinon, je pense qu'il y a The Sacrifice Game qui a une seconde représentation en fin de festival, si jamais ça vous intéresse. Ah oui, oui, là, je vais en profiter. C'est quand même un peu un petit segment promotion là, pour le festival. Il reste encore quelques jours. Fait que les gens qui nous entendent parler puis qui ont trouvé ça intéressant, ben allez vous informer. Il y a sûrement des bijoux encore qui se cachent là-dedans. Des fois, des reprises des films qu'on a déjà parlé, dont Sacrifice Game. Je pense qu'ils ont ajouté d'autres films. Il y a une projection de Old Boy en 4K. Ouais, ils ont remasterisé le film en 4K. Puis fait après la fermeture du festival, le 9 Non, mais je pense. Le jour de la fermeture, si je me trompe pas. J'ai pas regardé l'heure. Mardi, on est le 8, fait que le 9, c'est mercredi. Ok. Ouais. Fait que, tu sais, Old Boy, ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça. Là. Oui, c'est un des plus grands films coréens. Place de voir la Fantasia. Wow, ok. Genre, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je vais checker s'il reste des billets à soir. Là. Ben oui. Il joue-tu en après-midi, hein? Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Parce que si j'ai We Are Zombie du soir, je pourrais peut-être pas aller voir ça le jour à cause de je travaille, tu sais, tout. Là. Ah ouais, c'est ça. J'ai pris mes vacances pour Fantasia, mais mes vacances sont finies. C'est quand même une longue durée, pareil. Là. Ouais, c'est 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, pareil. Ouais, je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est 21 jours, carrément. 21? Non, ça se peut. Ouais. C'est moi, mettons, j'organise un festival moi aussi. Une autre dure 11. Puis, je veux dire, rendu même au 5e, 6e jour, la fatigue, elle rentre pas mal. Fait que moi, je regarde avec grande admiration les gens qui travaillent à Fantasia parce que 21 jours, c'est pour vrai le chapeau à eux d'organiser aussi puis ils ont suivi les annulations à cause de la grève des acteurs. Ouais. Ça a changé les plans pas mal, ça, là. Nicolas Cage était supposé être là. Ouais, c'était supposé ça. Il recevait le prix honorifique. Il y en donne une personne à chaque année. L'année passée, je pense que c'était John Woo qui l'avait. Qui était sur place. Oui, c'est ça. Et puis il donne une classe de maître. Puis ce qui est vraiment incroyable pour vrai. Malheureusement, ça se passera pas cette année avec Nicolas Cage. Mais... ça aurait été cool au bout. Une classe de maître avec Nick. Ouf. Ouais. C'est lui qui crie pendant une demi. Alors, l'émotion, la colère. Il n'y en a pas d'autre, ok? Servez-vous de votre colère pour être heureux. Sinon, il y a Sometimes I Think About Dying qui joue ce soir à Fantasia avec Daisy Ridley. Que je m'en vais voir, qui a l'air quand même intéressant. Ce soir étant le dimanche 6 août. Exactement. J'ai pas encore vu Daisy Ridley en dehors de Star Wars. Moi non plus. Est-ce que c'est la fille qui joue le personnage principal? Oui, Star Wars. J'ai seulement vu dans le film de Kenneth Branagh, le Murder on the Orient Express. Il y avait un petit rôle là-dedans. Elle faisait aussi un film de sci-fi avec Tom Holland. Genre... Ça ressemble à un studio de production qui ont dit « Hey, ces deux acteurs-là sont populaires ces temps-ci, on va les engager les deux. » Ah oui. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais ça fut tourné à Montréal d'ailleurs. Ouais. J'ai oublié le nom. Apparemment, c'est de la pourriture. Ouais, mais c'est pour ça que le film Pourtant, il y avait 2 bons acteurs. Ouais. Ça prend plus que ça pour faire un bon film. C'est ça, ouais, il y a une production spéciale. Mais tu sais, comme le film, il est sorti comme peut-être 2020 quelque chose, là, mais j'ai vu les annonces, puis... Les acteurs avaient plus l'air de ça. Là. Ils ont vraiment vieilli. La différence, je pense que le film était tourné en 2016. Fait que genre 4 ans après, c'était... Ça a mal été, ce film-là. Il y a des problèmes de production. Ouais. Mais c'est une autre histoire. On racontera ça. Mais j'y souhaite quand même à Daisy Ridley d'avoir la chance de se prouver ailleurs que dans Star Wars parce que ces films-là, ils ont une mauvaise réputation, puis je veux vraiment qu'elle sorte de ça. Là. Mais de ce que j'ai compris, tu sais, le film, c'est la première, je crois, canadienne. Le film avait joué à Sundance cet hiver et avait quand même eu de très bons commentaires. Donc, je suis quand même curieux de découvrir ça. J'ai l'impression que c'est le genre de film qui tombe un petit peu plus dans le côté un peu plus low-key de Fantasia, où est-ce que c'est pas du gros gore ou de la grosse horreur ou l'espèce de gros concept, mais qui joue un petit peu dans l'espèce de côté décalé du festival. Puis c'est ça qui m'intéresse un petit peu avec ce film-là. J'ai pas lu tant que ça sur le film, mais ouais, non, je vais vous en parler quand que je vais vous dire ça a l'air de quoi là. Mais je veux dire, moi j'étais allé à une projection de court-métrage hier, fait que je sais pas si c'est pertinent là. Absolument, ben oui, c'était Fantastic Weekend. C'est une projection de Fantastic Weekend où est-ce que c'est dans le fond plein de courts-métrages québécois qui sont programmés tout ensemble. Et là, c'était la projection psychotronique. Donc,
en d'autres termes, la projection de films weird. Et ça partait weird, cool, et ça finit avec weird, trash. Donc, t'en avais pour tous les goûts. Comme le film d'ouverture, c'était le film Plastique, qui est réalisé par un de mes bons amis, Maximilien Roland, qui est essentiellement ces deux mannequins de vitrine de linge qui prennent vie la nuit. Nice. Est-ce qu'il fourre? Excuse. C'est comme une new musée. Ça commence pas trash encore. J'ai dit que ça commençait pas trash. Fait que non. Mais c'est un beau film. En fait, ça devient quasiment c'est un film sans dialogue qui devient comme une espèce de film de danse mélangé avec l'espèce de chorégraphie où est-ce que les mannequins sont comme bougent mais comme sont quand même limités dans leurs mouvements. Fait que on dirait que tout mouvement qui est vraiment naturel pour les humains et comme devient extrêmement ardu pour eux et comme leurs articulations sont tout le temps figées dans un certain point puis t'es comme c'est vraiment fascinant comme film, c'est vraiment un beau film, c'est concept simple mais belle exécution. Cool. Puis c'est ça, fait qu'il y avait c'est comme je disais la projection de film weird. D'autres highlights de cette projection là, t'avais je crois The Crystal Crusaders que c'est comment parler de ce film-là? C'est une espèce de film épopée, comme une espèce genre d'épopée fantastique, mais c'est tellement mal fait, mais c'est genre mal je pense que c'est mal fait intentionnellement. Comme par exemple, il y a une espèce de dragon en animation 3D vraiment affreux, t'as un cheval en 2D. Nice. Genre, un cheval en 2D. Puis même dans l'ombre, tu vois que l'ombre est juste en 2D. Okay. Puis on fait. Tous les décors, c'est des green screen. Puis des fois, tu vois les personnages marcher, mais tu vois qu'ils marchent sur eux-mêmes, puis ils font juste glisser dans le décor. C'est vraiment... C'est assez assumé, c'est très vraiment... oui. On avait un débat hier avec les autres gens qui étaient là à la projection, s'ils étaient conscients, si les créateurs du film étaient conscients que c'était pas bon c'est sûr, ou pas. C'est de l'animation. Parce qu'il y en avait qui pensaient qu'ils étaient pas au courant, puis moi j'étais comme non, c'est voulu, faut que ce soit voulu, guys. Tu peux pas genre improviser de l'animation. Non, c'est ça. Et tous les acteurs avaient un accent différent, ce qui était vraiment fascinant. Genre les deux acteurs principaux avaient une espèce d'accent irlandais-écossais vraiment intense. Puis les autres personnages avaient juste comme... C'était clairement comme des francophones qui parlaient en anglais. Mais ça faisait partie du charme. C'est chaotique un peu. C'était chaotique. C'était vraiment chaotique. Mais un des highlights de la soirée, là. Sinon, t'avais Phoenix, qui était une espèce... qui est carrément un film expérimental de... Ça commence comme... C'est juste une espèce de miniature de voiture qui fait des cascades, genre dans du sable noir. Puis ça évolue dans des espèces de trucs étranges, super texturés. C'est comme la réalisatrice qui est venue au Q&A après ça disait qu'avant elle était marionnettiste. Puis c'est le genre de choses que c'est comme... C'est le genre de film qui était comme... Tu sais pas... T'aurais probablement pas regardé ça par toi-même, chez vous, mais tu regardes ça en salle, puis c'est fascinant. Ben, surtout dans un bundle comme ça. Oui, mais c'est tellement texturé comme film. C'est le genre de film... C'est ça. Tu regardes pas ça par toi-même, mais comme tu regardes ça, t'es comme... Wow. Cool. C'est une belle découverte. Ouais, belle découverte. C'est ça qui est fou, parce qu'à Fantasia aussi, cette partie-là, Fantastic Weekend, que je trouve, c'est vraiment... C'est vraiment Fantasia, mais... Au Québec, on a vraiment une fucking belle culture du court-métrage. Et Fantasia, ce qui est vraiment extraordinaire avec leur sélection Fantastic Weekend, fait que ça va célébrer la partie qui fait plus Fantasia, la partie weird, la partie horror, la partie comédie, les films vraiment plus décalés. Puis en soi, c'est vraiment un des endroits où tu te rends compte pour aller découvrir ces films-là. Sont tous là ces films-là québécois de l'année à voir. Fait que c'est vraiment une culture en soi. Les Fantastic Weekend. Fait que c'est... Moi, j'ai manqué, mais je vais essayer de le prendre l'an prochain. Parce que là, c'est son retour. Ça fait quelques années qu'il l'avait plus, je pense. L'année passée, il y en avait. Ah oui, ok. Oh, il y a eu 2 ans de pause, je pense, avec la pandémie, où est-ce que c'était présenté en ligne. Mais 2022, les projections en présentiel étaient revenues. Ok. Oui. Cool. Ouais, parce que même dans 2021, c'est
mon record de films vus à Fantasia vu que c'était en ligne. J'en ai vu genre 24, je pense. 24? Non, c'était dégueulasse mon affaire. Là. Juste chez vous tout le long. Là. Ouais, non, mais c'est un aspect qui était cool de cette période-là, c'est que justement, ta possibilité de voir des films augmentait vraiment. Ouais. La séance à sold out, c'est pas un problème, c'est en ligne. Il n'y aura pas de souci de ça. Mais Fantasia sans la crowd, c'est pas Fantasia. C'est pas pareil. C'est pas la même vibe aussi. Tu sais, comme être chez vous, regarder un film, puis être dans une salle, c'est pas la même chose. Ben non, dans la salle, comme c'est plus difficile de. Tu sais, si, mettons, tu te laisses. T'es plus ouvert, pour ma part, je suis plus ouvert à découvrir des choses puis à avoir moins de distractions, mettons. Si, genre, il y a un film bizarre que je regarde puis je suis pas trop sûr, ça se peut que je regarde mon sel ou que, genre, je cancel le projet. On n'est pas fait en bois, on est humain. Ouais, c'est ça. Ben... Oh, ok. C'est chiant pour Maxime qui a une jambe ça, de bois. Je peux pas penser Maxime qui est fait en bois, là. Mais... Il n'y a pas de jambe en bois, Maxime. Je suis un vrai petit garçon. Puis ça, c'est le fun parce qu'en 2022, j'avais remarqué que, tu sais, on était en retour de pandémie. Fait que la foule était de retour à Fantasia. Pas encore tout à fait. Cette année, c'est comme 2019. Ouais, pour vrai, là, c'est... Cool. Je ressens vraiment que niveau festival, on est vraiment passé à autre chose. Ça a pris 3 ans, mais au moins, on est là. C'est quoi vos meilleurs moments de Fantasia dans le passé, à part cette année, maintenant? Ben moi, c'est un peu personnel. Moi, c'est quand j'ai présenté un de mes tourneurs au DJ X75 Zapping Party. Non, mais c'est difficile pour moi de dire autrement que ça, tu sais. C'est le show de Marc Lamotte, puis il y avait comme présenté ça, c'est la grosse salle de diplômés, c'était plein, puis c'est la première fois aussi que je présenter c'est pas la première fois que je présentais quoi Fantasia, mais genre dans ce type avec une aussi grosse audience. C'est ça, genre dans une place un peu où je me sentais un peu plus watché, mettons, sur qu'est-ce qu'elle est passée, puis la réaction était vraiment super, puis moi c'est vraiment que je suis rire absolument toute ma vie, là, c'est clair, là. Mais ça, c'est vraiment plus personnel à moi. On peut continuer, puis... Je veux dire, moi, je vais juste dire la même chose, mais avec mon film l'année passée qui a joué avant le film de Dario Argento. Ouais, c'est ça. Genre, j'étais comme... Fuck. Je présente un film avant le gars qui a fait Suspiria. Ouais, ok. Puis, je veux dire, la foule est en délire, là. Ben oui. Je me rappelle, les réactions avaient été vraiment géniales. En termes de qualité, ton film était meilleur. Oui! Félicitations. Non, j'ai le Dark Glasses, qui était présenté après ton court-métrage. J'ai eu beaucoup de plaisir, là, mais c'est complètement ironique. Là. Ouais. C'est effectivement pas un bon film. C'est un so bad it's good. Là. Non, c'est pas un so bad it's good. C'est juste que il fait des affaires wild, capotées, un peu épais. Oui, mais ça marche bien. Tout ce qu'il fait marche très bien. C'est ce que t'es en train de me dire. Sous différentes formes, c'est ça, différents niveaux. Suspiria, c'est réellement un bon film. Puis d'autres de ses films aussi. Suspiria, c'est un de mes films préférés. C'est ça, c'est ça, parce que là, j'imagine que ça a dû teinter un peu l'expérience. Parce qu'après avoir fait ça... Une très belle expérience. J'ai adoré ma soirée. T'aurais du fun sûrement à l'écouter. Oui, c'est un film le fun à écouter, Dark Glasses. Ah ouais? Oui. Regardez ça. Soirée de la culture. C'est le fun un peu ironique. Tu regardes ça avec une bière, avec des amis, mais c'est le fun à écouter. Tu t'emmerdes pas. Ok. Je vais regarder ça. Peut-être le mois prochain. Qui sait? Puis ton film ASMR juste avant. Non, ça avait vraiment bien marché. Les gens ont vraiment réagi très fort. À la fois le rire, le dégoût. Par moment, il y a un moment très dégoûtant. Il n'y a pas de gore. C'est juste quelqu'un qui fait de quoi de profondément dégoûtant avec sa bouffe. Puis, du ASMR en partant, c'est un peu dégueulasse. Sans blague, ouais, il y a comme un petit aspect là-dedans, là, que je sais pas comment. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai fait le film, je me suis dit, le monde qui aime le ASMR vont aimer ça. Le monde qui haïsse le ASMR vont aimer ça aussi. Genre, la partie horreur va pas être la même dépendamment du public. En effet. J'allais dire, lui aussi, ça a été son ouverture pour sa tournée de festival. Puis, t'as fait combien de festivals? Genre 10 à date? Moins dizaine? Une bonne dizaine. Partout dans le monde. Oui, effectivement. Non, c'est vraiment... Nice. Ouais. Cool.
C'est vraiment... Fait que ça, ce moment-là, de cette diffusion-là, ça a comme segmenté un des meilleurs souvenirs que tu as eu. Oui. Sinon, le deuxième, ce serait Un homme éternué meurt, un peu comme Charles, parce que j'étais producteur là-dessus. C'est une autre manière de me plugger. Let's go. Je regrette de ne pas avoir été là, ça devait être malade. Ça l'était. Nice. Il y avait Guillaume qui était là aussi. Guillaume, t'es venu, en effet. Comme les gens le disaient souvent à propos du film sur Letterboxd, générique qui est plus long que le film. C'est ça, ouais. C'est très bon. Ça fait partie du charme. Ah oui. Mais sinon, dans des bonnes projections, avec toi, Laurent, on avait découvert un film absolument extraordinaire qui s'appelle À la recherche de l'ultrasexe, qui est encore aujourd'hui, que vous avez, je pense que je l'ai montré à tous les deux. Vu, ouais. Ouais, puis encore aujourd'hui, c'est quoi qu'on référence? Ouais, c'est un mythique œuvre culturelle du patrimoine mondial. Charles, je pense une des bonnes projections qu'on a été ensemble probablement dans les meilleurs de Fantasia que j'ai vu. Why Don't You Just Die? Why Don't You Just Die, oui, le film fun, russe. Ah oui, ça c'était très très drôle. Pour vrai, c'était vraiment rafraîchissant de voir un film comme ça. C'est vraiment une bonne réalisation. Oui. Puis Why Don't You Just Die? Il est difficile à trouver. Je pense que t'as acheté un Blu-ray à 100$. Non, lui, il m'a pas coûté 100$. C'était pas une typo qui m'avait coûté 100$. Ok. Oui. Mais oui, c'est le genre de film que j'étais comme... Un des rares films que j'étais comme... J'ai tellement aimé que je l'ai acheté en Blu-ray puis il était pas vraiment trouvable facilement. Il n'y a pas de distribution de masse. Non, je pense que j'ai été chanceux, je l'ai pogné à un moment où est-ce que c'est Vinegar... Je sais plus si c'est Vinegar... C'est soit Vinegar Syndrome ou Arrow qui le distribuait. Puis genre, il y avait un moment où est-ce qu'il était disponible sur Amazon. Fait que je suis allé chercher là... Mais oui, Why Don't You Just Die, c'est comme une comédie d'action russe où est-ce qu'un un gars s'en va chez ses beaux-parents dans l'intention de tuer son beau-père. Parfait. C'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. C'est vraiment drôle. Ça me fait penser, tu parles de Vinegar Syndrome. 8 Eyes, c'est leur première production. Ok. Ils ont, le réalisateur était là avec le casting, puis ils ont eu une super bonne expérience de travailler avec eux autres, puis ils ont hâte de voir les prochains projets. Parce qu'ils ont voulu tourner pellicule, ils ont payé la pellicule. Vinegar Syndrome, cherche un prochain producteur, Maxime. Vinegar Syndrome, c'est-tu la gang qui font des espèces de Blu-ray pour des films de... Ils ont un trailer avant tous les films de Fantasia. Ben, c'est ça, j'ai vu les trailers. And the T-Rex, tout ça. Est-ce que c'est vraiment des films de série B, série Z qui... C'est du cinéma de genre. Mais ils vont souvent dans le niche, là, parce qu'ils veulent se démarquer, j'imagine. Mais ils font des rééditions souvent 4K là, d'un Blu-ray, d'un film vraiment niché. Puis, un moment donné, toi et moi, Laurent, on avait écouté un film de deux autres, réussi à trouver une copie de New York Ninja, oui. Où est-ce que démarche extraordinaire, parce qu'ils ont trouvé des bobines d'un film non complété. Puis il y avait pas de scénario. Tout ce qu'il y avait avec eux, c'était les bobines. Fait que pas le son non plus. Puis avec ça, ils ont essayé de deviner c'était quoi le film. Puis ils ont monté le film, ils ont fait le son après. C'est extraordinaire. Puis le film est quand même plaisant. Mais quand tu connais la démarche, puis tu vois le travail derrière, juste pour ça, c'est... Puis le résultat est vraiment réussi. Ouais. Je considère que c'est un So Bad It's Good, mais c'est divertissant. Pour ma part, c'est... C'est triste, c'est So Bad It's Good, parce que au bout de la ligne, notre expérience est plus positive que bien des films qui sont réellement très bons. C'est sûr. Pourquoi qu'on leur enlève le crédit, J'avoue que c'est parce qu'il n'y a pas de bon mot pour dire ça. L'expérience, c'est débile. En France, ils disent des nanars pour dire qu'un film est comme... tellement mauvais qu'il est drôle. Là. C'est ça. Ben, pour ma part aussi, j'ai comme... Ça m'arrive une fois par mois, je fais quelque chose qui s'appelle les soirées de la culture. Une fois, puis je m'en vais sur Discord avec des amis, puis je fais jouer des films. De genre, là. Des films, mais c'est ça. Là, j'allais dire un mot, mais j'allais pas dire un film de merde. Mais c'est. mais genre, c'est pas nécessairement des films que je considère que c'est de la merde. Tu sais, j'ai des films, des années 80 de Kung Fu obscurs que personne n'a vu. Puis ça a aucun rapport, les affaires qui se passent dans ces films-là, c'est extraordinaire, c'est ultra divertissant, les idées sont incroyables, c'est carrément stupide, des affaires que j'ai jamais vues de ma vie, mais je dirais pas que c'est tellement poche. Oui, il y a des éléments qui sont, je dirais, qui sont pas compétents, mais qui fait que c'est un peu drôle, c'est un peu, il y a des affaires qui sont un peu, ils s'enfargent un peu dans la façon qu'ils le font. Mais des fois, ça peut être
entendu avec le public. Des fois, il y a des films de même où tu as quasiment un contrat avec le public pour faire comme genre, hey, check, là, je vais faire des effets, c'est pas réussi, mais c'est ça la joke aussi, que c'est ça. C'est ça, comme mettons, tu vas voir une soirée kino, puis quelqu'un qui met un effet niaiseux, là, tu le sais qu'il le fait pas à joke, là, tu sais. Fait que des fois, ce genre de film-là, ça peut être voulu, puis c'est ça le trip de la chose. Moi, je pense qu'on peut définir. Peut-être une meilleure définition pourrait être que c'est des films objectivement mauvais, mais subjectivement bons. Ouais. Moi, ce que j'aime, en fait, comment je le qualifierais principalement, ce que j'ai remarqué au fil du temps avec. Il y a comme des films en particulier qui sont crissement nice à regarder en gang. Qui sont très très drôles à regarder en gang. Puis genre, je sais pas si c'est un mot pour ça, mais des films de So Bad It's Good, ça rentre là-dedans, mais il y a aussi des films un peu plus niche, spécial, que genre, tu mets ça dans une salle de salon, puis là, tout le monde peut rire dessus, tout le monde peut jaser dessus, puis niaiser, puis parler, puis il y a comme une vibe différente qui vient avec ces films-là. C'est pas comme un film dramatique où Absolument. Tout le monde est silencieux, puis ils vivent leurs émotions ensemble. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom pour ça, nécessairement. Parce qu'on a tendance à dire que c'est du nanar, mais... Sinon, un film de party, je sais pas. Ouais. Ben, tu sais, moi, mettons, je pense à Return of the Living Dead, qui est le meilleur film de zombie jamais fait, qui... Certains de mes amis vont le décrire à tort comme étant un nanar, mais c'est pas vrai. Ce film-là est extrêmement compétent. Ah, c'est très bon, ce film-là. Oui. Mais c'est que c'est une comédie qui te fait rire des fois à des moments que tu t'y attends pas. Fait que je pense qu'il y a des gens qui peuvent associer ça un peu au nanar parce que c'est... C'est les non-initiés souvent peuvent... Exactement. C'est ça, ouais. Quand tu ne sais pas c'est quoi un nanar, peut-être que tu vas dire que ça en est un, mais ce n'est pas un. C'est juste un film qui se prend pas du tout au sérieux puis qui fait très bien ce qu'il fait. Mais absolument. Il fait pas quelque chose de sérieux. Fait que tu peux penser que c'est accidentel, mais c'est pas vrai. À vous deux, si vous l'avez pas vu, vous deux, Laurent Return of the Living Dead. Est-ce que c'est un film récent? Non. Années 80, là. C'est... Hardcore 80, le film, là, quand même. Oui. Ouais. Puis c'est un film de zombies, ben, tu sais, qui ont profité du fait que Night of the Living Dead est libre de droit. C'est vrai que c'est pas une suite de Night of the Living Dead. N'importe quel film de zombie est un peu une suite. Je pensais pas, c'était Romero, je pense, qui faisait ça. Mais c'est pas lui qui a fait celui-là. Mais je pense que c'est un de ses anciens associés, avec qui peut-être un producteur ou quelqu'un. Puis c'est une comédie avant d'autres choses. Puis c'est juste une place qui trouve dans le sous-sol, il y a un vieux baril de produits chimiques qui leak. Puis là, ça va dans l'air, puis les gens deviennent... Les corps reviennent à la vie. C'est très bon. Ah oui, mais c'est drôle. Il y a des ils ont engagé des gens avec des handicaps physiques pour faire des zombies. Je pense que c'est une des premières fois que ça se faisait. Genre, à un moment donné, t'as un personnage de zombie qui a pas de jambes, qui fait juste courir sur ses mains, mais c'est tellement bon, là, c'est drôle. Là, c'est aussi le premier film où des zombies veulent manger des cerveaux. Ouais, c'est là que ça vient brains. Genre, ils parlent, ils disent brains. Fait que c'est un film. Fait que c'est un film assez innovateur. Il est famous. Les gens qui capotent il est pas assez connu à mon avis. Ouais, non, c'est ça. Mais les gens qui adorent les zombies vont connaître le film-là comme très haut dans le style. C'est peut-être parce que le nom du film, il est tellement genre... On dirait que tu m'as dit ce nom de film-là, puis je pensais à 1000 autres films avant lui. Genre. Ah oui, malheureusement, oui. Parce que, comme on a déjà parlé sur le podcast avant, Night of the Living Dead est devenu libre de droit parce qu'ils ont oublié de mettre le petit logo trademark sur l'ouverture du film. À l'époque, ça marchait de même. Si t'avais pas ça, ton film tombait libre de droit. Ouais. Fait que le film de zombies tel qu'on le connaît aujourd'hui existe à cause de cette erreur-là de Romero qui... Tant mieux. Parce que sinon, mais c'est quoi, les zombies auraient été trademark? Oui. Ouais. Copyright, c'est trademark et copyright, c'est deux choses différentes, faire attention. Parce que le terme zombie existait déjà, mais le mort vivant qui sort de sa tombe, puis qui... Ouais. Ça, c'est Romero qui a mis ça à l'image pour la première fois. Puis c'était genre, s'il y a eu d'autres films après, si, mettons, il y avait eu les droits d'auteur sur son œuvre, les films auraient été obligés de changer ça, de changer des éléments qui font que le zombie est un zombie. Ouais. C'est quand même une folle idée de trademarker un monstre. Mais c'est ça, moi aussi, j'étais comme, tu sais, les vampires sont pas trademark. Non, ça vient de la vieille littérature, ça vient d'une autre époque. Le trademark n'existait pas encore. Mais le zombie a été créé pour le cinéma. Dans la littérature, il y en avait un peu, mais c'était surtout de la mythologie vaudou haïtienne. C'est pas tant le mort-vivant comme on le connaît aujourd'hui. Fait que oui, en effet, il y a plein de films qui s'appellent Night of the Living Dead, Return of the Living Dead, Day of the Living Dead. Il y en a plein. Puis, mais t'as des bijoux là-dedans, des fois. Mais ce film-là, tu dis que c'est une comédie qui se prend pas au sérieux. Ouais. Mais tu dirais que c'est très nice à regarder en groupe. Absolument, c'est malade. C'est dans le panthéon de la comédie d'horreur. Ouais. La comédie d'horreur, ok. Ouais. Wow.
Un excellent film. Tu recommandes, yes. C'est une shot qu'on voit un squelette sortir de terre, comme le zoom-in qui se fait dessus, puis là, il ouvre la bouche, puis il y a une toune de rock qui part en même temps, tous les zombies commencent à manger tout le monde, c'est comme, wow. Ok. Ouais, c'est ça, intéressant, non, ouais. Mais pour venir à ce qu'on disait, ce que nous on a parlé de nos expériences à Fantasia, de votre côté, les gars, ça fait longtemps que vous y allez? Vous ça fait longtemps que je vais, mais cette année, c'est la première fois que j'ai commit autant à Fantasia, que je prends autant de rendez-vous, puis que j'ai pris mes vacances en fonction de Fantasia, pour donner une idée. Moi de même. Cette année, je voulais vraiment y aller pour le trip, puis en plus, c'est pour le podcast, je voulais faire une espèce de petite couverture qu'on fait d'ailleurs en ce moment. Fait que probablement que c'était ma meilleure année, mais n'empêche, j'ai eu d'autres bons moments. Dark Glasses avec le court-métrage de Maxime et ASMR avant, c'était dans mes top aussi. C'était une super belle soirée, c'était très drôle. L'an passé, Sadako DX, c'était vraiment niaiseux, j'ai bien aimé ça. C'est genre le 11e film de la franchise de Ring. Ben voyons donc. Ah ouais, ok. Fait que ça devait être qu'il y a du nouveau, là. Puis je pensais que c'était un film d'horreur, mais c'est une comédie. C'était une comédie? Ben, tant mieux qu'on été dans cette direction-là. Après, on se filme, là, regarde, la fille, elle sort de la TV, là, c'est plus surprenant, là, désolé, là. J'ai rajouté une petite gimmick à ça, que genre, c'est pas Sadako qui vient de tuer, Sadako c'est une autre fantôme dans The Ring, là, la petite fille avec les cheveux d'en face. Okay. C'est un esprit qui prend la forme de quelqu'un que tu connais qui vient te tuer. Mais à condition, si tu réécoutes le film à chaque jour, ça arrivera pas. Ah, ben là, t'as juste à planifier ton horaire, t'es correct. C'est le gros qu'ils n'ont jamais eu dans The Ring. Ouais. Parce que là-dessus, elle t'appelle et elle dit 7 days. Ouais. Mais on n'a jamais pensé à réécouter. Ben dans celui-là, ils ça fait comme genre attraper le 7 days. Fait que tu retardes. Mais je sais pas, je pense que c'est une fois par jour, c'est une fois par semaine. Fait que là, les protagonistes à la fin, tu sais, je vais te spoiler, je pense pas qu'il y a personne qui va se garer pour aller voir ça. C'est pas un excellent film, mais à la fin, les personnages, ils réalisent qu'ils peuvent réécouter le film puis ça reset le counter. Puis ils apprennent à vivre avec ça. Puis les protagonistes, c'est comme des gens qui viennent de milieux séparés, qui se sont rencontrés dans leur mésaventure. Puis là, ils se font comme c'est un petit movie night ensemble, super wholesome. Ils écoutent un film pour pas mourir. Puis t'as tout le temps... Ah, je peux-tu me rejoindre? Non. Dans le 7 Days, il y a des apparitions qui se font. Fait que l'autre, il apprennent à vivre avec ces apparitions-là. Comme la mère de la famille, c'est son mari qu'elle voit qui est mort, qui revient, puis elle dit « Ah, ben, c'est le fun de te voir. » Je sais qu'il n'y a pas de danger avant que j'écoute le film. Fait que elle se tient avec, là, il donne à manger. Son fantôme. Wow, Shaun of the Dead. Ouais, fait que c'est... Il y a du bon... Ah, c'est crazy pareil. Là, ouais, quand tu t'attends pas à ça, là, c'est... Whoop, là. Ouais, tu t'attends à voir The Ring, puis là... Ça a duré beaucoup dans la salle. Quand même. Oui, ouais. Formidable. Ouais. Mais c'est un des fruits de pas regarder les annonces avant. C'est des fois des choses de même qui t'arrivent. Ah, pour vrai, rien de mieux de se faire surprendre par des films comme ça. Là, exactement. Moi, peut-être... Ok, des expériences à Fantasia, peut-être je vous parlais d'un film. J'étais un peu mitigé. J'avais avec 2 films. Il y avait un, c'était Brigsby Bear, je pense. Oui. Quelque chose? Ben oui. Je voulais voir un film, j'avais pas acheté le billet, fait que là j'étais comme pogné, ah fuck, fait que là j'étais genre sur place dans le festival, puis là j'ai juste pris un film pour un autre film par rapport, puis je suis tombé là-dessus, puis je suis comme, c'était vraiment trop nice puis wholesome comme film, ça m'a juste... Un gamble comme ça, je m'attendais à avoir vraiment de la merde, tu sais, je sais pas dans quoi je m'embarque, tu sais, puis ça a juste été une super belle surprise, puis c'était vraiment nice. C'est un bon feel good pour même moi tu me dirais genre c'est un feel good movie, j'aurais peut-être pas tendance à y aller, mais celui-là vraiment Brigsby Bear. Ça parle de cinéma aussi, c'est un film qui parle de l'amour du cinéma, puis c'est super awesome. Sinon je pense la présentation la plus mémorable que j'ai eue de ma vie, c'était quelque chose qui s'appelle Crisis Young. Je savais que t'allais aller. C'est... je peux pas... je sais pas comment dire. C'est clair de connaître ça. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. C'est complètement... débattable. C'est complètement... c'est difficile d'accès, je dois l'admettre. Oui, c'est pas pour tous, c'est pas pour tous. Mais en gang, ensemble, avec... puis j'avais invité du monde pour aller voir ça, là, puis tout le monde était venu, même mon père était venu, je trouvais ça drôle. Son premier film à Fantasia, il voit cette affaire-là, puis il me compte encore des affaires, mais en tout cas, ça a aucun style de rapport. C'est comme
C'est une série télé d'animation. Ah oui, tu Je pense m'as que montré c'est- un épisode à un moment donné. C'est ça, je pense. C'est français ou belge? C'est genre, Ouais, c'est français. Ok. Puis genre, c'est des épisodes de 10 minutes. Puis c'est comme un... Ça ressemble un peu à... Tu sais, dans le temps, comme... Ils réutilisent tout le temps les mêmes plans. Genre, il y a comme des séquences qui se répètent tout le temps. C'est un peu comme les Power Rangers. Je sais pas, genre, oui, ils se morphent. cheap out sur C'est vraiment l'animation. cheap out. Fait que Ouais, c'est ok. vraiment cheap out. Mais c'est mais- comme intégré dans la structure. C'est ça, c'est dans la de- structure. C'est un hommage à ça, si on veut. ça. Ouais. Je dirais Ben, peut-être pas c'est là. question budgétaire. C'est comme ils ont fait un choix parce que sinon ça a coûté trop cher. L'animation est super belle. Mais le concept fit avec ça, tu sais. 100%. C'est totalement là. Puis genre, c'est complètement débile. C'est... t'as genre les... Je sais même pas si je vais en parler pour le spoiler, mais c'est genre... Ça Décris tourne- dans la moitié du premier épisode, maintenant. moitié du premier épisode, t'as comme la première. Fait que la première moitié du premier épisode, c'est t'as comme un couple, un jeune garçon, une jeune fille qui sont en amour, puis tout ça. Puis genre, out of nowhere, le chaos survient. Je sais pas comment dire ça. Puis genre, il y a un monstre, tout le monde devient comme un désert, puis t'as comme un monstre géant qui fait juste. Ah, je peux pas spoiler. En tout cas, c'est Le mécanisme de la terreur. le mécanisme de la. Oh my god. Je sais pas. Enclencher le mécanisme de la terreur. Ça tourne. En tout cas, il arrive quelque chose à la fille. Il arrive quelque chose, je veux pas spoiler ce qui arrive à la fille, mais le gars, faut qu'il la retrouve. Puis là, c'est devenu le héros au cœur brisé. Puis à chaque épisode, il y a comme un monstre que le gros méchant il envoie, puis là, il faut qu'il le batte. Puis ça tourne autour des... Ça parodie un peu les animes puis les clichés. Fait que le dude, il y a toujours un move. Il fait toujours le même crise de move pour battre le méchant. La méthode... Comment ça s'appelle? La technique La des technique des 10 gros coups de poing. 10 gros coups de poing. ouais. La technique des 10 grands coups de poing, c'est ça la technique. C'est crispement à l'aide. Puis genre, à chaque fois, puis ça tourne aussi, il y a des affaires là-dedans, ça tourne beaucoup autour de la sexualité. Fait que t'as des affaires complètement fucked up, mais genre... Faut vraiment le voir pour le croire, parce que ça n'a Ouais. aucun rapport. T'as C'est des tr- comme... Ça s'appelle Crisis- c'est un peu psychanalytique, un petit peu. Ouais, mais Crisis Young, tu sais, évidemment, en référence à Carl Jung, un des pères de la de psychologie. le psychologue, ouais, Ouais. oui, avant Freud, Freud, ouais. là, puis tout ça peut être un peu une excuse pour un peu te parler de thérapie en même temps. À chaque épisode, il y a un segment où il fait une petite mini-session de thérapie, genre, avec le... Puis genre, c'est complètement débile. T'as comme Ah, des cool. dudes avec des... Au lieu d'avoir des... C'est comme t'as des chaînes ça pénis, puis là, ils attaquent des gens, puis c'est... En tout cas, c'est... Les femmes, c'est des hommes avec des barbes, mais avec des voix de femmes, tu sais. Non, mais c'est... Il y a des idées là-dedans qui sont complètement débiles, puis en tout cas, c'est pas pour tout le monde, évidemment, mais c'est quand même... je sais pas comment... Je veux pas... Mais en maintenant, parler. on en a attendu longtemps qu'il sorte, puis maintenant, il est en ligne. Je visionnant. recommanderais pour les gens qui veulent l'écouter de pas l'écouter back-à-back comme on l'a fait à Fantasia. Je veux dire, je pense qu'il y a certaines personnes qui aimeraient ça, mais personnellement, je trouve, moi, ça l'a amenuisé un peu mon appréciation de la série. Mais je pense que si vous écoutez ça de manière épisodique, mettons, tu sais, un par jour ou un par semaine, comme là, vous allez Il y a des façons de l'enjoy. Pour l'avoir trouvé en ligne, à un moment donné, des façons un peu suspectes, je fais des diffusions avec du monde. Puis à Fantasia, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait jouer les credits. Mais si tu skips les credits, Ouais, c'est ça, souvent, le Mais problème ouais, avec ce genre ben, d'affaires-là, c'est qu'il il y a comme il y 30 avait secondes de 6-7 credits. épisodes, Ouais. fait que t'avais joué 6-7 fois le même Ils ont pas le générique. choix de là. le mettre, en fait. là. Ben, en fait, Je les aurais ouais. coupés à leur place. Moi, mon petit souci que j'avais avec cette série-là, c'est que non seulement, tu sais, vous avez dit tantôt, l'animation, c'est souvent, l'animation se répète, mais c'est un petit peu ça le problème, c'est très répétitif d'un épisode à l'autre, puis donc de les écouter un à ceux de l'autre, de moment donné, t'es comme, ok, là, montre-moi autre chose. Ouais. Ok, je comprends. Mais Ouais. je pense que de le distancer, mettons, l'écoute des épisodes, je pense que c'est vraiment un plus pour... ça améliore vraiment la qualité de la série. en tout cas, voilà, c'est Crisis Young. C'est ça. J'ai rien à dire. En fait, j'aurais aimé ça de pas vouloir en dire puis juste le recommander. Mais si tu Bon. peux couper tout ce que j'ai Ce dit genre avant. de- Désolé. Parce que c'est vraiment Il y a quelque trop de chose. choses qu'on n'a pas encore C'est genre, parlé. tu là. regardes, si tu réussis à avoir la main là-dessus, tu regardes les 5 premières minutes, puis tu sais si c'est bon ou tu sais que si tu détestes ça. Puis après ça, tu continues avec ta vie. Mais je le recommande chaudement, même si personne ici sait c'est quoi mes goûts personnellement de film. C'est quand même quelque chose que je trouve extraordinaire. Cool beans. Fait que longue vie à Fantasia. Ouais. Yep.
Ben, une petite dernière parenthèse, l'an passé, j'ai vu aussi un film de Quentin Dupieux, Fantasia, c'était vraiment le fun. Ah oui, mais j'étais là, Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Mais ça, même, honnêtement, c'est facile Quentin Dupieux. Peu importe, j'aurais vu où, j'aurais adoré mon expérience. Mais... Une affaire que j'aime beaucoup de Fantasia, c'est que... Parce que pour moi, j'adore les bonnes comédies, mais je suis très critique envers les comédies. Fait que, tu sais, mettons, les comédies à la mode, des fois, ils m'attirent très peu. Mais à Fantasia, t'as vraiment, ce que je trouve, des comédies innovatives, puis que c'est rare à ça que je vais au cinéma, puis qu'il y a une foule, puis on vient rire ensemble en foule. Fantasia offre cette expérience-là. Il y a 2-3 films par année qui c'est des excellentes comédies. Ça, c'était le cas à la recherche de l'ultra-sexe. Excuse-moi, j'ai rarement vu un public autant rire que ça. C'était quelque chose. Ouais. C'est stupide. Je vais finir. Le meilleur court-métrage que j'ai eu cette année à Fantasia, c'est la pub de Desjardins. C'est de loin. Ah, Les gens commencent à taper des mains. C'est malade. Je suis tellement heureux de ça. Parce qu'il y a la toune... Ils ont acheté comme une stock song, une tune libre de droit, je sais pas trop. Ça générique. Ultra générique. La fin la plus basique qui n'existe pas. Puis les gens, ils commençaient après une couple de présentation à taper des mains. Avec un bon rythme assez lent, genre synchronisé. Puis là, on a commencé à crier les slogans qui apparaissent à l'écran, genre du temps en famille! C'est juste des images aussi, même les images qui présentent, on dirait ces affaires qu'ils ont achetées sur internet, des gens, des vieilles personnes qui se font des câlins, qui font du sport, avec des titres vraiment vagues, puis genre, c'est tellement lazy comme pub que le monde a embrace. Moment mémorable! C'est bon court-métrage, j'ai bien aimé ça. Que les gens applaudissent toujours à la pub de ramen. Les pubs coréens, ça c'est extraordinaire. Surtout celle avec les statues. Il y en avait deux, le pub avec le tigre, puis l'autre avec des statues. Puis les statues, tu le sais pas c'est quoi avant que tu vois le ramen apparaître à la fin. Puis les gens ils se mettent à gueuler en même temps. Qu'est-ce qui se passe, pardon? Non, mais les gens connaissent tellement la pub à Star qu'ils gueulent au premier plan. They know. Ouais. C'est quelle bonne ambiance. Pour ceux qui n'ont jamais été à Fantasia, dans les gens qui nous écoutent, si vous allez voir un film coréen, vous allez avoir des ramen. Gratuitement. Oui, j'en ai eu. Puis c'était délicieux. J'en ai pas vu ça cette année, des films coréens. L'année prochaine. Ouais. Mais souvent, c'est un préjugé, mais souvent, quand je vois Fantasia, les films coréens, pour moi, c'est souvent quasiment un gage de qualité. Là. Il y a une grosse place à Fantasia, de plus en plus. Ah, ben depuis leur début, depuis que ça a été fondé, ils laissent une énorme place au cinéma asiatique. Ben, le titre du festival, le titre de ça, c'est une compression de fantastique et Asia. Mais cette année, d'ailleurs, la mascotte, c'est le Nine-Tailed Fox, qui est un monstre de la mythologie japonaise. Ok, je savais pas. Un renard blanc avec les 9 queues en arrière. Ok, c'est-à-dire le poster. Ouais. Ah, oui. Ah, je savais pas que ça avait une signification. Et sur le poster, même, il y a, en arrière du renard, il y a comme la ville de Montréal, puis il y a un cinéma que la tête d'affiche, c'est l'écran coréen dessus. Ah, parfait. C'est quand même chouette. C'est chouette. Ben ouais, ok. Je savais pas que par exemple, c'est Asie. Ouais, c'est ça. Ça fait tellement de sens, parce qu'une 3/4 de la prog, c'est asiatique. Je dirais pas aux pas 3/4, mais bonne partie. Beaucoup plus que d'autres festivals, on s'entend. C'était ça leur créneau au départ. C'était carrément ça. Puis après ça s'est étendu à d'autres des cinémas d'autres nationalités. Ouais. C'est qui Daniel, le monsieur, qui vient dire fermez vos téléphones avant les films? Ben c'est Monsieur Fantasia. C'est lui? Non. Mais c'est... il est surnommé Monsieur Fantasia, mais il est littéralement, je crois, là depuis le tout début du festival. Oui. C'est l'animateur de foule. Tout le monde, c'est comme... C'est quasiment un peu il est quasiment un peu comme la mascotte du festival parce qu'il est tout le temps là à presque toutes les projections importantes. Il est pas au Decève, il est rarement là. Il est juste au SG. J'ai vu à Decève cette année, Daniel n'était pas là. Non, mais il est toujours dans l'autre salle, la plus grosse. Grande salle. Ouais. Ben, pour vrai, c'est une bonne question de d'où c'est parti de ça, mais je sais qu'il y a une relation très personnelle avec tout le monde à Fantasia, puis... il y a de l'air. Ce que j'espère, sinon c'est un gars qui crash puis qui prend le micro. À chaque fois, je pense que c'est ça, il est là depuis le début du festival. Okay. Ouais. Il est très drôle. Absolument, oui. Mais c'est ce qu'il fait. Il est gentil, il est adorable. C'est un petit rituel. Ça fait partie du spectacle. Ça, puis les Meal Mancha. Oui. Qui ont essayé de nous faire l'an passé, il y avait de Suicide Squad.
de James Gunn qui était présenté, puis ils ont essayé de nous faire dire à la place nom nom comme le requin dans le film au lieu de des miaulements, puis ça n'a pas marché. Les gens ils ont miaulé quand même. Absolument, c'est possible. C'est qui a dit... C'est James Gunn qui a dit non, ça? James Gunn n'était pas là, mais c'est un producteur, quelqu'un de la place qui dit hey, on va filmer le début, pourriez-vous dire nom nom à la place de Il dira miauler. pas quoi faire. Il y a comme 2-3 personnes qui ont fait nom nom, mais le reste c'est des miaou plus fort que d'habitude. C'est comme mis au défi de miauler Tu dis pas... Ouais, en même temps, tu dis pas à Fantasia quoi faire, là. By the way, l'année passée, j'ai vécu un moment purement Fantasia. J'ai vu dans un film le plus gros trigger de foule de Fantasia possible. C'est un film, je pense, estonien, allemand, français, qui s'appelle Vesper. Puis, à un moment donné, c'est dans un monde post-apocalyptique. Je l'ai vu. Puis, t'étais là dans la salle? Non, j'ai vu par après. Je savais pas qu'il était passé à Fantasia. Ah ouais, puis ça, tu t'appelles, c'est un monde post-apocalyptique. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a plus d'animaux qui existent. Fait que là, t'as un petit gars avec, je sais pas si c'est sa mère, ou en tout cas une figure parentale. Puis là, il est en train de regarder un livre avec des animaux. Fait que là, ils sont en train de regarder le livre ensemble. Fait que là, genre, c'est quoi, un cheval, whatever. Puis là, il y a un chat. Ouais. Puis là, déjà, il y a un chat. Fait que dans la salle, t'as vu un petit... Oh, OK. On parle d'attention. Ça s'en va. Genre, puis c'est comme, ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un chat. Ah, cool. Quel son ça fait? Puis là, la salle, déjà qu'avant, elle était comme genre, ah, puis là, il dit quel son ça fait. La salle a explosé, là. Tout le monde a dit, Non, c'est bon, ça. Très puis moi, j'avais une pensée pour les cinéastes qui étaient présents. Je sais pas si t'es prévenu que Fantasia, ça miaulait. Mais ils l'ont vécu au début du film, nécessairement. Oui, mais probablement que c'est comme... Mais je pense pas que ça avait miaulé tant que ça au début. Tu sais, des fois, c'est variable. Là, pas à ce point-là. Il y a eu un film cette année, nous autres, ça n'a pas levé pendant tout. Il n'y avait aucune ambiance. C'était-tu dans la grande salle? Non. Quand c'est... Dans la grande salle, il y a toujours une ambiance. Quand c'est dans Gia de Sèvres, c'est souvent des films un peu plus calmes. Ouais. Il y a souvent, c'est une plus petite salle, il y a moins de monde. Fait que nécessairement... Tu sais, comme de la même façon que comment un applaudissement part dans une plus grosse salle, ça va toujours partir plus vite que dans une petite salle. C'est normal. Puis, mais je me dis, genre, OK, pourquoi à Montréal, les gens sont calmes? C'est quoi, genre, quelqu'un dit à l'écran, genre, évoque l'idée d'un son d'un chat, puis toute la salle se met à miauler. What the fuck?